Bonjour à tous, c'est Double Dose pour la Taverne du Nécromant. On se retrouve comme prévu pour la première revue de livres d'armée. Ce sera donc les Guerriers du Chaos. Donc vous le voyez, je suis accompagné aujourd'hui de Valor. Salut. Vous pouvez le voir, c'est une version imprimée que je me suis fait moi. Vous pouvez le faire tous très facilement, il y a des sites spécialisés pour ça. Où vous téléchargez le fichier et puis vous l'intégrez dedans et puis vous proposez une mise en page, ça va assez vite, c'est assez simple. Et ça coûte pas très cher en vrai, d'accord, faut pas hésiter. Celui-là, je crois qu'il m'a coûté une trentaine d'euros et je vous le montrerai un peu plus en détail plus tard. Mais il y a certaines pages qui sont carrément glacées et tout, on est sur un livre assez proche de la qualité Game Workshop. Donc c'est possible, faut pas hésiter à le faire, c'est vraiment top. Outre ça, donc la vidéo va s'articuler en 3 parties. Une partie où je vais parler un peu du fluff assez rapidement parce que c'est pas essentiel du jeu malgré tout. Une partie où on va détailler un peu plus, donc ce qui va être le plus long, les unités, une par une. On va prendre chaque caractéristique, les règles, rentrer un peu dans le détail, tout ça. Et c'est là où tu vas intervenir un peu plus, on est d'accord. Et après on finira par une partie modélisme, parce que c'est quand même un truc super intéressant dans le 9ème âge, c'est qu'on a beaucoup de liberté au niveau des figurines, de la peinture, donc on va essayer de s'y intéresser un petit peu plus. Ça marche ? Il y a beaucoup de gammes. Beaucoup de gammes. On pourra aussi parler éventuellement des imprimeurs, c'est pas faux. Oui. Donc, on attaque directement par le fluff. Allez, je te le laisse. Donc vous allez voir rapidement ce que je vous disais tout à l'heure, on peut avoir vraiment une qualité d'image en fait, proche de ce qu'on a sur des ouvrages type Donjons et Dragons. Ou Ça fait penser aux illustrations de Donjons et Dragons. Ça fait un peu penser à Donjons et Dragons, je trouve aussi dans le style. Et vous allez retrouver tout ça, et après on va se retrouver avec nos chartes d'unités qu'on retrouve donc plus tard. Donc vous voyez, en termes de qualité, on a quelque chose de très propre, et qui correspond tout à fait à ce qu'on peut retrouver chez des imprimeurs et des revendeurs professionnels, donc type Game Workshop. Ouais, ça fait vraiment penser aux vieux livres d'armée, de la V8 pour ceux qu'on connaît. Au vrai livre d'armée V8 des Guerriers du Chaos, n'est-ce pas? Donc ils sont tous sur étagère à côté de Valor, c'est pour ça qu'on regarde là-bas. On va peut-être pas les montrer. Non, on va pas les montrer. On va avoir un problème de copyright. Non, on va avoir un petit problème. Encore que ça fait de la pub. Peut-être que, sûr. on sait pas. Donc, on attaque directement par le fluff. Donc, concernant la partie fluff historique, vous allez pouvoir retrouver déjà au tout début du livre tous les auteurs qui sont crédités. Je trouve ça très sympa parce qu'après tout, c'est un travail qui est totalement bénévole. Donc on va quand même prendre en compte le fait que c'est un boulot assez énorme si vous prenez le temps de feuilleter ou de lire le PDF en entier. Il y a aussi un gros travail de traduction. Donc c'est vraiment cool, hein. On a vraiment une qualité quasi professionnelle en fait pour quelque chose qui est totalement gratuit. Donc je pense que ça mérite d'être souligné. Ensuite donc, dans l'ordre, vous allez retrouver d'abord un descriptif des 7 péchés capitaux. Ils sont détaillés un par un avec une espèce de mise en abîme autour d'une cité qui est assiégée, où on voit que chaque représentant d'un péché vient essayer de corrompre un peu à sa façon les occupants de la ville et les défenseurs de la ville. Et c'est assez marrant de voir comment ils l'ont tourné. C'est plutôt bien fait, je trouve que c'est bien ficelé, donc c'est cool. Ensuite, on va retrouver les différentes voies accessibles quand on suit une des divinités associées à un péché. Vous avez 2 voies. La voie du guerrier, donc c'est la voie originelle. Hein. C'est là où vous passez votre premier pacte avec un dieu, tout ça. Si tout se passe bien, vous devenez un élu, puis un seigneur élu. Et alors là, consécration ultime, un héros exalté. Si jamais en tant que guerrier vous échouez, on commence par être déchu. Si vous vous améliorez, si vous devenez un déchu très consciencieux et bien aimé de son dieu, vous devenez un répudié. Et vous pouvez finir en tant que seigneur de la ruine. Vous irez jamais plus loin. En revanche, si en tant que déchu, vous arrivez à vous faire encore plus mal aimé de votre divinité, vous pouvez finir en affligé. Et enfin, les seigneurs de la ruine qui chutent encore finissent en intouchables, c'est le stade ultime de la déchéance. Donc oui, il y a une petite scénette qui est mise en place là-dessus, avec chaque péché qui est représenté en bas. C'est assez sympa, moi j'aime bien. Après s'ensuit une description en double page de chacune des entrées du livre d'armée. Ça veut dire que vous avez toujours une illustration et au moins une page de texte. Alors je vais pas tout vous lire dans le détail. Pour ceux qui ont envie d'avoir beaucoup de fluff et beaucoup de descriptifs, qui aiment se plonger dans l'univers, c'est vraiment bien fait, c'est très sympa. On suit aussi l'évolution d'une guerrière du chaos au travers son ancien époux a priori. Et on voit l'évolution de cette dernière tout au long de
de son cheminement sur les voies. Donc c'est assez sympa. Mais voilà, c'est un truc, c'est très très conséquent. Il y a beaucoup de pages, beaucoup de lectures. Si vous aimez ça, c'est vraiment très intéressant. Mais voilà, là sur la vidéo, on va pas trop en parler. Je vous mets quelques images pour que vous voyez quand même que c'est fourni et que le travail, même en termes d'illustration, c'est vraiment d'une qualité assez sympa. Et enfin, pour finir, on va retrouver quelques régiments de renom. On nous présente des étendards, mais c'est vraiment pour représenter les régiments de renom qui sont décrits. Une fois encore, c'est un petit plus. Ça nous permet de nous plonger un peu plus dans le truc. Si vous aimez bien identifier vos régiments et voir à quoi correspondent telle ou telle armée, donner un petit peu un background, une histoire à vos figurines, c'est très sympa et de pouvoir s'identifier, soit les reprendre, soit créer les vôtres, mais ça peut vous donner une espèce de fil conducteur ou un point de départ. Donc, on en a fini avec le fluff. Maintenant, on va s'interroger vraiment sur les règles de l'armée, les règles universelles, les marques. Comme on a parlé de 7 péchés capitaux, vous allez voir qu'il y a des marques spécifiques à chaque péché. Et après, on ira plus dans le détail, unité par unité. Donc dans un premier temps, on va parler des faveurs, donc les faveurs données par les dieux des 7 péchés capitaux. Pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent des marques qu'on avait à Battle, voilà, où on faisait en sorte qu'une unité soit dévouée à un dieu. Bon, bah là, au lieu d'en avoir que 4, on en a 7, donc on a plus de choix. Okay. Donc du coup, première règle déjà avant toute chose, un personnage avec une faveur des dieux sombres ne peut rejoindre une unité qui n'a que la même marque. Ouais, et puis évidemment, les unités peuvent avoir qu'une seule marque de toute manière. Donc on peut pas se mélanger déjà. Il n'y a pas trop de mélange possible. Ça, c'est assez classique. Après, on a quand même la possibilité de faire rentrer un personnage marqué dans une unité qui ne l'est pas du tout. Donc ça permet quand même de faire un bunker de cavalier avec un perso marqué, quoi. Okay. Voilà. C'est juste qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de mettre les deux persos avec des marques différentes dans une unité qu'on n'a pas, on n'a quand même pas le droit. Ouais, donc ça permet de pas faire en sorte d'avoir deux personnages avec des marques différentes qui rejoignent une unité non marquée, histoire que ce soit un peu trop fort. Okay. Donc on attaque de suite avec la faveur de Nukuja, c'est la déesse de l'apathie. Donc on retrouve, vas-y dis-moi. Bah c'est avant toute chose, c'est vraisemblablement la marque la plus forte du book, hein, parce que ça permet de faire en sorte que nos unités ont un -1 pour blesser natif sur elles. À distance, au corps à corps en magie, ça marche tout le temps. La seule condition qu'il y a, c'est on n'a pas le droit de faire... on ne bénéficie pas de cette marque si on a déclaré une charge ou si on fait une marche forcée. Bon. Ça permet quand même, par exemple, de lancer une charge, de la rater, et autour de l'adversaire, quand lui nous charge, on récupère notre marque. Donc ça permet quand même d'être un peu plus tranquille, on récupère notre marque au cac. On l'aura pas à distance. Donc ça permet quand même de faire des charges un peu plus tranquilles. Donc plutôt efficace sur les chevaliers, lui, donc. Ouais. Okay. Ouais, c'est une très bonne unité qui en bénéficie. Oui, après en vrai, toutes les unités, l'infanterie, ça en bénéficie aussi. Après, le truc, c'est que t'as quand même plutôt envie de l'avoir sur une unité qui va recevoir. Okay. Mais le problème de l'infanterie, c'est qu'elle reçoit, mais pas si bien que ça, parce que elle va se prendre des charges multiples et des machins, des trucs, donc c'est une marque que je trouve vraiment très forte sur les chevaliers. D'accord. Ensuite, on va retrouver la faveur de Vanadra, déesse de la colère. Bon, a priori, c'est un truc qui va taper un peu. L'élément de figurine gagne une réflexe foudroyant durant la première manche de combat. Donc déjà, ça dure pas. Ouais, ben ça c'est incroyable sur des guerriers armes lourdes. Ok, donc ils vont taper à leur agi. Ça permet au premier tour de CAC ou au tour où ils chargent de taper à l'agi avec de la force 6. C'est super fort aussi sur les élus à pied avec armes lourdes. C'est fort sur les élus à pied avec hallebarde, parce que ça leur permet de toucher super facilement. C'est fort. C'est une règle qui est très forte. Ça apporte un potentiel de combat vraiment super impactant. Et en comparaison à Nukuja, c'est une marque qu'on a bien envie d'avoir quand on réussit ses charges. Ça. À défaut de l'autre. Pour peu qu'on soit sous lance de cavalerie ou quoi. Ouais, mais puis c'est surtout que le premier tour, tu auras le bonus d'agilité qui marche en plus avec. Donc ça te permet quand même de passer un cap et de taper vraiment fort. Et puis ça peut être un petit... Comment dire, ça peut pas lier à la parade aussi. Oui, on sait qu'on a des guerriers qui, on va le voir plus tard, ils ont quand même plutôt une bonne CC offensive. Ouais, tout à fait. Des fois, on peut être un peu pressé de se retrouver à toucher à 4+.
Ça nous amène un petit plus 1 qui est agréable. Après, si on a vraiment peur de la parade, il y a des marques plus intéressantes. Ok. En particulier celle d'après. Celle d'après. Et ben alors on y va de suite. La faveur de Sugulag, dieu de la cupidité. L'élément de figurine gagne maître d'armes, une arme lourde, une hallebarde, une paire d'armes. Donc c'est ce qu'on disait avant. C'est plus intéressant pour casser la parade. C'est un peu comme le Lightning Reflex du coup. Un personnage avec cette faveur peut prendre 50 points supplémentaires d'objets spéciaux. Donc on va parler d'objets spéciaux, en fait c'est des enchantements d'équipement en fait. Ouais, c'est ça. Assez fort sur les persos déjà, ne serait-ce que pour la deuxième partie. Okay. Et puis avoir un seigneur du chaos qui peut choisir son arme, c'est très fort, surtout qu'on va voir que ça synergise vachement bien avec un objet magique et une règle spéciale qu'ils ont après, dans leur entrée. Donc c'est une très bonne marque pour les seigneurs du chaos, en particulier à cheval. C'est aussi super fort sur les chevaliers et les guerriers chevaliers, parce que ils conservent leur 1+ à distance avec le bouclier, mais ils ont une polyvalence quand ils arrivent au CAC qui est incroyable, parce qu'ils peuvent, s'ils ont besoin de taper de la masse pas très résistante, genre du Skaven, ils peuvent mêler à la paire de weapons. Ouais. S'ils ont besoin de taper du monstre, ils peuvent, et qu'ils savent qu'ils encaisseront avec leur armure de plus au CAC, ils sortent l'arme lourde et ils tapent à l'arme lourde, et sinon ils ont la hallebarde. En fait, est-ce qu'on pourrait pas aussi dire que c'est peut-être une marque qui est plus intéressante en solo qu'en équipe? Parce que ton armée avec ça va être plus polyvalente, va s'adapter un peu mieux à un côté plus... Non, c'est pas vrai, c'est super fort sur les persos, en fait. Quel que soit, donc c'est vraiment sur les persos, quoi. Ouais. Okay, c'est sur les chevaliers, en fait, c'est fort sur les trucs à cheval. Ok. Alors, on enchaîne avec la faveur de Kulima, déesse de l'envie. Les jets de portée de charge, de distance de poursuite, de charge irrésistible d'une unité de plus de la moitié des figurines avec cette faveur sont sujets à la règle jet maximisé, ça veut dire qu'on va lancer un dé de plus et on va garder les meilleurs. C'est fort quand même. C'est bien sur l'infanterie, c'est très bien sur la cavalerie. Parce qu'on commence à lancer 4 dés, on garde les deux meilleurs. C'est très bien. Ça fiabilise un peu quoi. C'est sympa. Alors, je trouve, comparé aux versions précédentes, elle a perdu énormément malheureusement, mais ça reste quand même une très bonne faveur. Hein. Ça donne un très bon boost qu'on apprécie. On joue une armée qui a besoin d'aller au CAC, parce qu'on n'a pas de tir, on a de la magie mais on n'a pas de tir. On joue une armée qui a envie d'aller vite, donc qui doit choisir ses charges, avec des unités élitistes, pouvoir sécuriser ses charges, c'est toujours très bien. Donc. Ensuite, la faveur d'Akan, dieu de la gloutonnerie. La première fois qu'une figurine avec cette faveur se trouve dans le camp gagnant d'un combat, les éléments de figurine avec cette faveur gagnent plus 1 en force jusqu'à la fin de la partie. Donc ça reste, c'est pas que pour un tour, c'est vraiment jusqu'à la fin de la partie. Le bonus octroyé par cette faveur affecte aussi les attaques spéciales des éléments de figurine. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est une figurine qui crache, enfin qui souffle, pardon. On va rester sur les termes un peu techniques, mais c'est-à-dire que une figurine qui aurait une attaque de souffle aurait plus 1 en force sur son souffle, ce qui est vraiment pas mal. Par contre, il n'y a pas le bonus d'AP. Non. Pas nuancé. Ah non. Okay. Non, mais c'est très fort. Hein, donc c'est-à-dire qu'on croque un petit redirecteur, derrière on a plus en force, c'est le principe de la marque. Ouais. C'est intéressant. Après, je trouve que on a des unités qui tapent en termes de force. Notre armée tape quand même globalement très bien. On a la force 4 quasiment sur tout le monde de base. On a accès à des hallebardes, on a accès à des armes lourdes, donc des lances de cavalerie, tout ça. Donc c'est intéressant, hein, je veux pas dire le contraire. Mais je trouve que ça ça pallie les faiblesses des unités moins que les autres marques. Okay. Il y a moins de synergie avec. Faveur de Sibaresh, dieu de la luxure. Une unité dont plus de la moitié des figurines à cette faveur gagne repli tactique. Pour une armée fearless, c'est quand même pas mal. Ouais. Peut déclarer volontairement fuir en réaction d'une charge, même si elle est sans peur, mais heureusement, parce que sinon le repli tactique servira juste à rien. Ouais. Quand elle déclare fuir à une réaction à une charge, son prochain test de ralliement est sujet au jet minimisé, donc l'inverse du maximisé, ce coup-ci on va lancer un dé de plus, on va garder les deux plus bas. Cette règle ne s'applique pas si l'unité rate son test de ralliement au prochain tour de joueur allié, ou si elle a fui involontairement. Ça reste avec le repli tactique. Tout à fait, ça ne marchera pas au deuxième tour de fuite, ça ne marchera pas si on a fait pousser sur l'unité avec une autre unité. C'est juste une fiabilisation du repli tactique en fait. Ouais, c'est ça. C'est incroyable, hein. Sur les barrettes de 10 guerriers, c'est vraisemblablement... Quand on joue 10 guerriers, c'est une des meilleures marques à avoir. Okay. Ça permet une liberté tactique incroyable, de pouvoir avancer pour jouer les objectifs, être fearless tout au long de la partie, et pouvoir quand même tendre des pièges à son adversaire avec des fuites, surtout qu'en plus on a des bonnes chances que ça se rallie. On a quand même un commandement à 8 sur l'armée, sur tout le monde. C'est minimisé, donc on est très tranquille.
Et bizarrement, quand tu vois la règle repli tactique, on a plutôt tendance à avoir pensé à de la cavalerie dessus. Et en fait, tu nous expliques que c'est mieux sur l'infanterie. Ouais, ouais. Parce que finalement, en fait, notre cavalerie, on n'a pas envie qu'elle fuit. Bah non, pas vraiment. C'est ça, on a plutôt envie qu'elle Ouais. tape. Et Plutôt, ouais. là où l'infanterie va vraiment être là pour scorer. Bah, ton infanterie, généralement, elle est là pour scorer. Après, Ouais, c'est ça. les guerriers, ça peut faire d'autres choses que scorer. Oui. Mais justement, en fait, si tu leur mets cette marque-là, ça a qu'ils sont là vraiment pour ça. d'autres utilités. Disons que c'est pas une marque que je mettrais sur des gros packs, parce que ça perd son sens, quoi. Mais Mhm. les petites barrettes de 10 guerriers, c'est une marque qui est tout à fait envisageable. Ok. Faveur de Savard, dieu de l'orgueil. Les tests de discipline effectués par des unités avec au moins une figurine avec cette faveur sont sujets à la règle j'ai minimisé. Donc, on est sur une armée qui est fearless, Ouais. qui relance toutes les unités leurs tests de commandement sans avoir besoin de GB. Toutes les unités, Oui, les guerriers pardon. du chaos, quoi. Toutes les unités de guerrier du chaos, c'est vrai, on verra que les barbares ne l'ont pas. Donc là, on peut minimiser, et surtout, on a besoin que d'une seule figurine. Donc ça veut dire qu'un personnage dans un pack non marqué donne quand même Oui. le bonus au pack entier. Ouais, mais c'est une règle que... Enfin, c'est pas Que une t'as marque que plutôt t'as envie, très envie de mettre sur un perso. T'as plutôt envie de la mettre sur ton unité directe, quoi. En partie... Moi, c'est ma marque préférée du bouquin, et je pense que c'est une marque qui est incroyable sur les chevaliers élus, parce que ça permet de se dire que même si on n'a pas la charge, même si on a raté notre charge, parce que toutes celles qu'on a vues, elles sont efficaces dans une situation. Genre la marque qui donne moins d'un point de blessé, elle est bien, sauf si on a raté sa charge, ou que on a, enfin, parce qu'elle marche pas à distance, ou elle marchera au cac, ou la règle qui donne réflexe foudroyant, elle est bien que au premier tour. Là, cette règle, elle marche tout le temps. On a géminisé tout le temps. Donc il y a une phase où notre adversaire, il nous sort une grosse phase de magie, il y a des boosts incroyables sur son unité. Du coup, on va perdre le combat de 2 ou de 3. Et ben, ça fiabilise c'est bien, énormément, quoi. Et puis en plus, comme nos unités ont tendance à quand même coûter cher, c'est une marque que je trouve vraiment, je vais pas dire indispensable parce qu'on peut faire sans, mais je la trouve vraiment très très forte C'est un sur bon cette unité-là. fiabilisateur que tu as envie d'avoir en fait. Ouais. Okay. Bah, c'est surtout que souvent, quand tu joues des unités de 4-5 chevaliers élus, c'est quand même le cœur de ton armée, quoi. Très souvent, en plus, tu vas en jouer 2. On verra plus tard que ça coûte cher en points. Hein, voilà. tout, donc, t'as vraiment pas envie de les perdre sur une phase un peu bête ou sur un single modèle qui vient se mettre en coin et tu perds toutes tes attaques et c'est chiant. Voilà, ça fiabilise vraiment énormément. Ok. Du coup, pour faire le point un peu sur les marques, sur les faveurs des dieux, sur 7 faveurs possibles de péchés capitaux, on en a quand même 4 où on se retrouve à avoir des gros bonus et un intérêt particulier pour la cavalerie. Est-ce que ça explique un peu la méta qu'on peut voir où, quand même, malgré tout, le guerrier du chaos sort beaucoup de cavalerie? Après, il y a la méta guerrier du chaos, elle est quand même assez diverse. On voit pas mal de choses. C'est hétérogène, tu vois, pas mal de trucs, quoi. Ouais. Mais dans les tournois qu'on voit dernièrement, on avait quand même une récurrence des guerriers, des chevaliers élus. Oui, mais je pense que ça, de toute façon, on le verra tout le temps. C'est une des forces de l'armée, donc en vrai, ça serait bête de s'en passer, quoi. C'est juste qu'à une époque, on en voyait un peu moins parce que les gens avaient tendance à jouer plus de packs de, je sais plus comment ça s'appelle en français, les Wretched Ones. Voilà. Donc c'était les répudiés. Ouais, les répudiés, mais c'est un peu moins dans la méta. On en voit un peu moins. Du coup, ouais, de toute façon, toutes ces marques-là, elles sont globalement très bien sur l'ensemble de l'armée. C'est juste qu'il y en a qui sont plus taillés, il y en a qui sont plus taillés pour... mais même pour l'infanterie, parce que tu vois, Vanadra, moi je trouve qu'un pack de guerriers du chaos, de 20 guerriers du chaos à pied avec Vanadra, ça fait peur à plein de gens. En plus de ça, même les guerriers à pied, ils ont énormément de synergie. Et la force du bouquin guerrier du chaos, c'est vraiment ces synergies. Du coup, c'est cool de pouvoir, en plus d'avoir des synergies dans ton bouquin, créer toi-même tes propres synergies en choisissant les marques. C'est une latitude qui est vraiment incroyable. Okay. Donc, on va passer maintenant aux règles universelles de l'armée. C'est vrai qu'on va retrouver un peu sur différentes figurines régulièrement. Arpenteur du voile, donc, lorsqu'une figurine avec Arpenteur du voile lance un sort non lié, attention, vous pouvez défausser un unique marqueur voile, ce qu'on appelle vulgairement des tokens, au moment où vous désignez là où les cibles du sort pour activer l'un des effets suivants. 3 effets possibles. Le secret de la chair, les jets pour blesser ratés lors du lancement des sorts d'une phase de magie doivent être relancés, à savoir qu'on a quand même beaucoup de blast dans ce livre d'armée là. Secret de la séparation, la portée des sorts est augmentée de 6
Les sorts de type aura n'augmentent que de 3 pouces évidemment, leur portée, et les sorts de type lanceur ne sont pas affectés, bon ça c'est du classique, mais c'est une augmentation qu'on retrouve quand même régulièrement dans les armées, mais qui, vu les domaines auxquels on a accès, c'est pas si mal. Non, c'est incroyable. De toute façon, cette règle est très forte. Elle est incroyable. Arpenteur du voile, c'est vraiment la meilleure règle du bouquin. Secret de la substance. Les jets de sauvegarde d'armure réussis contre les blessures causées par les effets de ce sort doivent être relancés. Donc là, encore une fois, on retrouve un peu un côté couteau suisse. On peut s'adapter aux problèmes qu'on a en face de nous. Oui, c'est pour ça que c'est incroyable. Enfin, il y a des combos qui sont vraiment presque dégénérés. Secret de la chair avec la comète. Secret de la substance avec l'héréditaire qui met quand même 2D de 6 F6. Enfin, il y a 100 PA, mais là, du coup, tu fais relancer les armures. Bon, le seul garde-fou qu'il y a, c'est que tu peux pas combiner. Oui, c'est un unique. Tu peux en faire plusieurs à la fois. Voilà. Mais sinon, c'est juste incroyable. Puis c'est surtout qu'en plus de ça, comme on verra plus tard, c'est les figurines qui ont accès, c'est des figurines avec lesquelles tu as vraiment envie de lancer des bons sorts, parce que tu y as accès. Et si en plus tu peux les booster, ça synergise exceptionnellement bien. Un truc là, j'ai une paillette. Tu brilles. Ouais, ça je sais, je suis brillant. Donc, à voir que par contre, c'est pas limité à une seule utilisation par phase. Ça veut dire que oui, on peut booster un sort qu'avec une seule des options possibles, mais si on lance 3 sorts, on peut booster les 3 sorts. Ouais, après, ça veut dire que t'as mis 3 rails de côté, donc t'as perdu un dé. T'as tout donné. C'est un sacrifice, enfin c'est un faible sacrifice quand même. Ça va. Ensuite, on retrouve donc Fièvre Guerrière. Les unités dont plus de la moitié des figurines à Fièvre Guerrière doivent relancer leur test de panique et de morale raté. C'est la règle qu'on va retrouver sur les guerriers du chaos. C'est ça, c'est ça. Mais là, on voit que, puis on verra en plus avec les armures des guerriers du chaos, enfin, ou leurs règles plutôt, il y a quand même une sensibilité dans l'armée au test de marche forcée. Parce qu'on n'a pas un commandement incroyable non plus. Vu qu'on est fearless, on a envie de jouer pas mal étalé sur la table. Du coup, on n'aura pas la bulle de commandement à 9 partout sur la table. Et on n'a aucune relance sur les tests de marche forcée. Et comme on a une armée qui a tendance à jouer avec des single modèles, des unités rapides, mais qui veulent absolument se mettre en bonne position, donc faire leur marche forcée, ne serait-ce qu'une petite cavalerie légère dans notre dos, ou, sans même parler de ça, mais par exemple un géant ogre, qui a la bulle de 18 pains, où il met le malus de 1, parce que tu vas jouer des unités sans musicien, où tu peux pas relancer, et tu rates tes marches forcées, c'est vraiment très problématique. C'est vraiment une faiblesse inhérente à l'armée qui est importante, c'est qu'il faut pas l'oublier. Ensuite, on va retrouver la règle irrécupérable. Cette figurine ne peut pas utiliser d'attaque de piétinement. Okay. Si elle est au 2e rang et qu'elle n'est pas en contact avec une figurine ennemie, elle peut employer ses attaques de broyage à travers les figurines du 1er rang qui se trouvent directement devant elle. Donc ça c'est plutôt une règle intéressante même s'il n'y a pas de piétinement du coup. Ça. Lorsqu'une figurine avec cette règle est tuée par une attaque de mêlée, retirez-la comme perte à la fin du palier d'initiative 0. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, elle va taper. Ouais, c'est la même règle que les flagellants. Une unité avec au moins une figurine possédant cette règle ne peut jamais avoir plus de rangs que de colonnes. Donc ça, c'est pour pas faire des barrettes. C'est ça. Parce que en plus d'être récupérables, ils sont indémoralisables. Donc ça pourrait durer longtemps. Donc ça évite de faire des règles, enfin des reformations des villes. Mais en gros, c'est les règles des Wretched Ones, quoi, des Oni, là. Qu'on trouvera que sur eux de toute manière. Ouais. Enfin, les affligés qui auront cette règle-là. Ça permet de toutes sortes, mais ce sera les affligés qu'on a vu un peu pendant le jeu. C'est ça. Ça permet de leur donner un potentiel de dégâts qui est intéressant, parce que ils taperont même s'ils meurent, et puis ils font du broyage, donc ils sont pas affectés par les malus pour toucher, parce que ça touche au donc ça reste en fait de la saturation, tout bêtement. C'est de la saturation de force. Tout ça, c'est pas mal. Porte-trophée, l'unité de la figurine peut relancer ses tests de discipline ratés, à moins qu'elle ne soit en fuite. Okay. De plus, chaque fois que des attaques portées par la figurine tuent une figurine ennemie avec laquelle elle était en duel, la figurine gagne un modificateur de +1 à la résolution de combat jusqu'à la fin de la partie. On retrouve encore un bonus fixe. Ouais. Cela s'applique également aux attaques portées en dehors de la phase de mêlée. En outre, la figurine peut prendre un unique enchantement d'étendard dans le cadre des objets spéciaux auxquels le porteur a normalement le droit. Voilà, en gros c'est une très bonne règle pour nos persos qui permettent d'avoir leur propre bannière plus
leur propre enchantement de bannière qu'ils peuvent refiler à leurs potes. Donc ça c'est super cool. D'amener Et de la puis, résolution. Voilà, tout à fait. Et puis d'amener une bannière magique, donc, par exemple la bannière guide, la bannière enflammée, enfin voilà, il y a pas mal de bannières qui sont intéressantes. Et puis ça permet aussi à nos unités de relancer leur test de discipline et de Ce qu'on morale. n'a pas d'habitude. Ce qu'on n'a pas d'habitude, tout Parce à que fait. du coup, ça peut pallier éventuellement un test de marche forcée raté. Ensuite, voie de la faveur. Les unités dont plus de la moitié des figurines à cette règle doivent relancer leur test de morale raté. De plus, un élément de figurine avec cette règle qui est un champion gagne plus 1 PV jusqu'à un maximum de 3 et sa discipline passe à 9 en plus de ses autres améliorations liées à la règle champion. Par exemple, une attaque. Bon, voilà, tout est dit dans le titre. Donc c'est assez simple, c'est basique. Voie de l'exil, donc ça va être pour ce qu'on appelle les déchus. Les unités dont plus de la moitié des figurines avec cette règle doivent relancer leur test de morale raté. De plus, à la fin de l'étape 7 de la séquence à la fin de l'étape 7 de la séquence de la manche de combat, après avoir effectué les tests de morale, les figurines avec la voie de l'exil dont l'unité ayant raté un test de morale effectuent immédiatement leur attaque de corps à corps. Donc ils tapent en plus, en ignorant les règles relatives au palier d'initiative, parce que de toute manière le combat est fini, mais en respectant la procédure normale des règles telles que l'allocation d'attaque et les attaques de C'est comme soutien. une phase de CAC. C'est comme une phase de CAC gratuite, attention, petite suite. Ensuite, ces figurines sont retirées comme perte. Les figurines avec la règle ne peuvent pas rejoindre ou être rejointes par des figurines avec la voie de la faveur. C'est la faveur qui est typiquement pour le seigneur déchu, les répudiés, les déchus. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça peut être assez intéressant quand même. Alors, ça fuit pas, mais ouais, de toute manière, ça fait une phase de CAC en plus, malgré tout. C'est un peu pire que fuir quand même. Hein, C'est un peu pire que fuir, mais quand on fuit, de toute manière, on a une chance de se faire rattraper. Voilà, c'est juste que ça marche... C'est un peu sécurisé par le seigneur déchu, quand il rejoint son unité, il les rend tenaces, du coup c'est quand même pas mal. Mais c'est quand même un contre-coup, hein, quand on rate son test, on peut pas avoir le plaisir de se dire qu'on réussit sa fuite et que notre adversaire la rate. Là, si on est retiré, quoi, donc il faut faire avec. Protection individuelle à pire, c'est une règle particulière, donc les attaques enflammées portées contre la figurine doivent relancer leur jet pour blesser réussi. De plus, la figurine considère toutes les unités dont aucune figurine n'a à pire comme ayant insignifiant. Donc ça, c'est typiquement une règle qu'on va retrouver sur les Feldrac. Et les Feldrac ancestors. Donc l'armurerie, ça va aller assez vite. On a l'armure de la forge démoniaque, c'est une armure de plate, donc sauvegarde à 4, direct. La figurine du porteur gagne agi de 5+, contre les attaques toxiques. Ce qui est pas trop mal parce qu'on sait qu'on a une armée qui est plutôt bien armurée, et du coup le toxique c'est vraiment quelque chose qui nous embête un peu malgré après, tout. C'est pas quelque chose qui est très très répandu, mais ça permet de sauver quelques guerriers contre du Skaven, contre le souffle toxique. Ça sauve un tiers de PV, c'est toujours ça le prix. Oui, c'est très bien. Ensuite on a le bouclier à pointe, je pense que lui tu l'aimes bien si je me souviens bien. Figurine à pied uniquement, c'est un bouclier, donc plus un sauvegarde d'armure. Pour chaque sauvegarde d'armure réussie par l'élément de figurine ayant donné un 4+, c'est-à-dire que peu importe votre valeur de sauvegarde d'armure, si ça fait 4 ou plus, vous allez avoir Faut que ça réussisse quand même. Faut que ça réussisse quand même. Mais si par exemple on vous attaque avec une arme qui n'a pas du tout de pénétration d'armure, que vous avez une sauvegarde à 2, vous lancez tous vos jets, vous réussissez, tous les 4+, vont donner la suite de la règle. Ouais. Contre une attaque de mêlée, lorsqu'il utilise son bouclier à pointe, l'élément de figurine afflige immédiatement, donc c'est directement en palier d'initiative, une touche de sa force et avec sa pénétration d'armure sur la figurine ayant causé la blessure. Cette blessure est répartie sur la réserve de PV de la figurine avant de retirer les pertes. Ceci est considéré comme une attaque spéciale. Ça permet de meuler un peu la masse. Ouais, c'est très bien. Sur les guerriers, c'est très bien. Ça marche super bien sur le perso surtout, qui peut garder son bouclier à pointe tout en tapant à l'arme lourde. Voilà. Donc qui est de toute manière le personnage qui rejoint les répudiés, c'est le seigneur des chutes, c'est le seigneur de la ruine, donc qui peut avoir ça. Les noms en français. Oui, c'est ça. Ensuite, le sort héréditaire de l'armée, qui s'appelle Feu démoniaque. Donc 2 valeurs de lancement, une à 6+, où on jettera 2d3 en dégâts, et une à 10+, où on jettera 2d6. C'est un dégât direct malédiction, c'est pas un missile. Non, mais c'est une malédiction, c'est incroyable. Donc c'est pas mal. Ouais. Portée 18 pas, on n'oublie pas, quand grille un token, on peut l'augmenter de 6 pas, donc on passe à 24. Et oui. Ou on peut faire relancer les sauvegardes d'armure, ou on peut relancer pour blesser. Ce qui est quand même pas trop mal.
La cible subit donc soit 2d6, soit 2d3, soit 2d6, touche de force 6, déjà c'est plutôt fort, pénétration d'armure 0, attaque magique. Donc ça veut dire que sur les esprits, qui ont une petite faiblesse entre guillemets par rapport aux attaques magiques, c'est une bonne réponse. Donc on n'a Ouais, pas enfin, forcément c'est des une attaques bonne- magiques dans toute l'armée. C'est une bonne réponse à beaucoup de C'est choses. une bonne réponse à beaucoup de choses. 2d6, F6, quand on peut faire relancer les saves d'armure ou relancer pour blesser, ça répond à beaucoup de choses. Ou augmenter la portée pour peu qu'on ait Oui. des petits problèmes. Après, là-dessus. la portée, c'est pas vraiment un problème, parce qu'on a quand même une armée où nos lanceurs de sorts, ils auront tendance à avancer vers l'adversaire. Donc, c'est pas sur ça, c'est pas sur ce spell-là que la portée est vraiment forte. Le plus important. Ok. Et le petit bonus, c'est ce sort peut cibler une unité ennemie engagée en contact avec le front du lanceur, c'est-à-dire qu'on peut le lancer dans un corps à corps. On lui fait un Kamehameha au corps à corps. C'est sympa. Ouais, Ça détend un peu. C'est très fort, quoi. De toute façon, on voit que ce spell... Et automatiquement pris. ouais. Donc il est toujours dans les choix faits. Alors on va passer maintenant aux objets spéciaux. Enchantement d'armes d'abord. Présage brûlant, donc c'est pour enchanter une arme de base, pour 130 points. C'est son défaut. C'est son défaut. Les attaques portées avec cette arme voient leur pénétration d'armure passer à 10 et gagnent attaque enflammée et blessure multiple D3. Le seul problème c'est que ça veut dire qu'on est bloqué à force 5 et le D3 PV on le cherche sur des grosses cibles On généralement. Pas vraiment bloqué à force 5, on verra qu'il y a un moyen de passer au-dessus. Mais ouais, c'est quand même de base, c'est un peu limitant. On aurait mieux pour le mettre sur une arme lourde. On en voyait pas mal il y a quelques temps. On en voit un peu moins. Après, si les gens se remettent à jouer beaucoup de trolls, on le reverra sûrement. Hein. Sur un seigneur du chaos à pied, sur son palanquin, c'est très bien. Ça permet d'avoir un mec qui fait la police sur les gros dans un pack d'infanterie. Ok. Et donc, ouais, ça marche. Ça peut être pas mal. Après 130 points, ça nous limite quand même beaucoup sur les objets qu'on peut prendre en défense. Après, en défense, de base, t'as une très bonne armure. Donc, qu'est-ce que tu veux d'autre à côté de l'invue? Ça te laisse quand même 70 points pour te payer de l'invue. Ça laisse un petit peu de marge. C'est large. Hein. Ensuite, on va voir symbole du massacre. Enchantement, arme de base et paire d'armes cette fois-ci. Lorsqu'il utilise cette arme, le porteur gagne plus 2 en agilité, sachant qu'on a déjà une bonne agilité de base. Plus 2 en valeur d'attaque. Ça commence à être désagréable. Les attaques de corps à corps allouées à la figurine du porteur gagnent plus 1 pour toucher. Et ça, c'est un peu la contrepartie. Voilà, pour seulement 35 points, c'est ça qu'il faut voir. C'est léger comme contrepartie quand même. Voilà, c'est une marque qui est très bien. Moi, je vois 2 porteurs. Alors déjà, c'est une arme qu'on mettra... Enfin, un enchantement qu'on mettra rarement sur une arme de base. Plutôt la paire d'armes, quitte à faire. Plutôt la paire d'armes. Qui nous fait un peu le plus qu'on 3 en attaque. Qu'on gagne des attaques et de l'agilité, on a quand même bien envie de pouvoir bien taper. Cette arme, cet enchantement est bien sur un perso maraudeur, parce qu'il a quand même force 5, même s'il a peu d'AP, ça veut dire que on a une unité qui est pas très chère et qui a beaucoup d'attaques contre de la base, c'est très bien. Et aussi, on la voit un petit peu sur le seigneur du chaos, sur Carcadon, parce que avec le Carcadon, il se retrouve avec des bonnes sauvegardes d'armure. Ça coûte que 35 points, donc on peut soit avoir un seigneur qui coûte pas trop cher, soit avoir un seigneur qui a plein d'objets à côté. Et du coup, ça rend le truc vraiment intéressant. Okay. Alors, on va passer aux enchantements d'armure. 3 fois forgé, enchantement armure portée, donc tout ce qu'on veut. Ouais. Le porteur gagne plus 3 en armure, alors sachant qu'on est déjà en 4+ de base bien souvent, hein, donc on va se retrouver en 1+, sans bouclier, sans rien. De plus, si la figurine du porteur a présence imposante, son armure ne peut jamais être améliorée au-delà de 5, parce que ça nous donne une 2+ d'armure, ce qui pour un monstre serait déjà très bien. C'est l'armure qui est faite exprès pour les manticores, en fait. Voilà. Ouais, ça permet d'avoir notre manticore de plus d'armure, 5+1 vue. Ça reste très bien. Pour 60 points. Oui. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on peut quand même se payer une arme magique à côté, il n'y a pas de problème. Esprit du gladiateur, pardon, pour 40 points. Toujours un enchantement d'armure portée, donc on est libre. Le porteur gagne plus 1 en armure et parade. Et là c'est pareil, on a la parade sans bouclier. Ouais, oui, ou avec, parce que... Ou avec. C'est très souvent... Ça permet de descendre effectivement bas en sauvegarde. Très souvent joué sur le seigneur... de la ruine. De la ruine, ouais, ça lui permet d'avoir une 1+, en fait. Et ça, une 1+, parce qu'il a... Et en plus, comme il a son bouclier équipé avec son arme lourde, on peut faire le combo 1+ relance plus parade,
tout en mettant des pains à l'arme lourde, ce qui est très fort. C'est pas mal, ça, bien, il va tanker, donc c'est sûr il va mettre ses pains et des pains Et en avec plus de 7 ça, en combo, avec la 1 plus reroll, vu qu'on a le bouclier qui qui renvoie nous permet de renvoyer des pains sur du les 4+, blessures. c'est Il- quand même super fort. Il meule beaucoup. Donc en plus, il renvoie des attaques avec sa force, et sa force là, équipée d'une arme lourde, ça devient F7. Ouais. Vous y allez pas avec n'importe quoi, et surtout pas avec un monstre en fait. Hein. Non, Ça vous le retourne assez vite. c'est un très bon combo. Ensuite, les enchantements d'étendard. Donc, bannière des fanatiques, vous pouvez en avoir 3 par armée. Les figurines du second rang de l'unité du porteur gagnent attaque de soutien 2. Si c'est des figurines de grande taille, c'est-à-dire le moyen, ils gagnent attaque de soutien 4. Et ainsi de suite. S'ils ont déjà une instance d'attaque de soutien, cette instance passe à 4. Ça ne se cumule pas. En Ouais. gros, Ça permet d'avoir attaque de soutien 2 sur les guerriers, attaque de soutien 4 sur les élus à pied, attaque de soutien 4 sur les Feldrek, avec Paired Weapon par exemple, ou sur les chevaliers élus, chevaliers s'ils ont la élus marque, avec la marque qui aurait Paired Weapon, qui eux Paired aussi ont Weapon. un 4. icône de l'infini. En gros, c'est une pardon. bannière qui est très bien sur les guerriers marqués de cornes, par exemple, avec l'arme lourde. Enfin, marqués de Vanadra. Mhm. Parce que ça leur donne un potentiel de mettre plein de pains avec leur initiative, vu qu'ils ont Lightning Reflex au premier tour avec l'arme lourde. Ouais. Ça détend pas mal de choses. Donc ensuite, icône de l'infini, vous pouvez en avoir 2 par armée. Le porteur peut lancer feu démoniaque, c'est le sort héréditaire, comme un sort lié avec un niveau de puissance 4-8, ça c'est le niveau classique. Attention, c'est un sort lié, ça veut dire qu'on ne pourra pas griller de tokens pour améliorer le sort. Mais ça reste intéressant. Non, mais par contre, ce qui est incroyable, c'est que on peut le mettre sur une barrette de guerriers, et qui peuvent le lancer au corps à corps. Oui. Donc c'est... Donc Ça va, meule c'est beaucoup. comme s'ils avaient un souffle en fait, on leur donne un souffle. On leur donne un souffle. Et Bon, qui ne comptera pas au résultat de combat, malheureusement, mais on leur donne la possibilité d'avoir un souffle. un Donc, souffle c'est F6 quand même. quand même très très fort. Pas mal. Ensuite, vous avez Torche des Désolations, pour 30 points. Ne peut pas être pris par une unité comptant dans la catégorie base. L'unité du porteur gagne Guide Ruine. Après avoir déterminé les zones de déploiement à la fin de l'étape 6 de la séquence de pré-partie, vous pouvez choisir un seul champ ou forêt qui devient une ruine. De plus, l'unité du porteur gagne attaque enflammée lors de la première manche de chaque combat. Bon, c'est pas mal, ça permet de se protéger contre les armées qui tirent beaucoup. On a quand même une armée qui tire pas. On a de la magie qui fait mal, mais on n'a pas de tir. Donc dans les premiers tours, très souvent, Croquer une ruine, c'est pas c'est mal. nous qui allons subir. Donc se mettre un couvert lourd sur une unité un peu chère, c'est bien. Ça va être sympa sur un bloc de chevalier, sur un bloc de chevalier élu, parce que dès qu'on rate des PV, en Et plus, puis on est guide, donc ouais, on voilà. s'en fout, Dès quoi. qu'on rate des PV ça fait queener. Donc c'est un guide pas très cher, quoi. Et moi, je me dis aussi que souvent, quand on paye une bannière enflammée, les corps à corps durent rarement très longtemps. Mhm. Donc en fait, pour le prix d'une bannière enflammée, on a tout le reste de l'effet, pas Oui, gratuitement, mais bien presque sûr, quoi. bien sûr. Donc c'est Après, la bannière enflammée, dépendant des unités, elle peut fonctionner un peu autrement, parce que elle fonctionne sur plusieurs... plusieurs rounds de combat, oui. Non, enfin, c'est surtout qu'elle peut fonctionner à distance aussi. Donc, bon. Donc c'est... Alors après, sur une armée qui tire pas beaucoup, C'est pour ça que sur leur armée, elle est très bien. elle est très bien. Registre des âmes, pour 50 points. Lorsqu'une figurine alliée sans insignifiant, qui se trouve dans une unité à 9 pouces ou moins de la figurine du porteur perd son dernier PV, en raison d'une attaque ennemie, vous gagnez immédiatement avant de retirer cette figurine comme perte un marqueur voile pour chaque PV que cette figurine avant le début de la bataille. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un allié proche, à chaque fois que vous enlevez une figurine, vous récupérez un marqueur voile pour ses PV. Pour C'est fort. frapper les gars, Pour c'est frapper les fort, gars, ça c'est marche fort. très bien avec des gros packs de maraudeurs, parce qu'ils volent vite. Ça marche très bien avec des infanteries monstrueuses qui, dès qu'elle perd son 3e point de vie, vous êtes un peu saoulé, vous retirez une figurine, vous Boum, récupérez 3 tokens, 3 tokens, donc c'est pas mal. La restriction de 9 pas est un peu impactante, mais faut être c'est assez proche. un objet sympa, surtout que ça combine bien avec le fait qu'on ait besoin de tokens pour améliorer les sorts. Donc sur un master qui a ça, c'est très sympa. Après, c'est pas souvent pris, parce qu'il y a quand même des options qui sont beaucoup plus intéressantes, mais pourquoi pas. Dans une liste infanterie, moi je vois bien ça. Après, ce que je trouve très fort, c'est que c'est pas notre phase de magie. Donc Non, on n'est bien pas sûr. limité sur le nombre de tokens qu'on peut stocker comme ça. Non, mais bien sûr, mais le problème c'est que tu vas te retrouver à avoir trop de tokens, ça coûte quand même 50 points, c'est cher. D'accord. Tu vois, c'est dans une même range qu'à peu près un binding,
quand même plus envie de prendre un Ouais, banni divine que mais ça. moi je me dis, si je compare par exemple aux livres des hautes lignées, Ouais. qui ont la fameuse bannière qui vole un token à l'ennemi, Ouais, mais c'est pas tout à fait. ça crée un delta, je suis d'accord, mais ça crée un delta qu'on pourrait dire ça équivaut à peu près à 12 tokens, parce qu'on en gagne 6, on en vole 6, Ouais. donc ça crée un delta de 12. Est-ce qu'on va pas très rapidement perdre nos 12 PV, voire Oui, plus en mais fait? sauf que la bannière Welf, elle marche tout le temps. Mhm. T'as pas besoin de perdre de points de vie. Oui, Et puis tu voles. Le fait d'enlever oui, de des priver choses à l'autre ton de adversaire, ressources. c'est Oui. quand même beaucoup plus impactant que d'en gagner toi en plus. Hein. Alors ensuite on passe aux gantelets immortels qui sont assez souvent pris malgré tout. Ouais, c'est le meilleur objet du livre. Pour 45 points, au début de n'importe quelle manche de combat, vous pouvez défausser un marqueur voile de votre réserve. Si vous le faites, jusqu'à la fin de la phase, les attaques au corps à corps du porteur gagnent au choix l'un des attributs d'attaque suivants: attaque divine, attaque enflammée, attaque magique. C'est encore une fois le couteau suisse. On retrouve très souvent cette idée de couteau suisse quand même Ouais, dans le livre. cet objet magique, il marche particulièrement bien avec la marque qui nous donne maître d'armes. Parce que si on est maître d'armes et qu'on met un enchantement d'armes magique, ben on est un peu couillon parce qu'on se retrouve avec une seule arme Ouais, enchantée. qui est enchanté. Là, on peut rendre toutes nos armes magiques, toutes nos armes enflammées, toutes nos armes divines, et ça marche surtout super bien avec une autre règle qu'on verra sur le Seigneur du Chaos, qui fait que il a comme restriction de ne pas avoir d'enchantement d'armes magiques. Et ben, on n'a pas d'enchantement d'armes magiques, mais on a quand même des propriétés qui Magique. se retrouvent sur des enchantements Ouais. d'armes magiques, le divine, l'enflammé, l'attaque magique, tout ça. Surtout qu'en plus, quand on y réfléchit, l'enchantement qu'on avait dans le bouquin avant, qui nous donnait attaque divine et relance blessée, il n'existe plus. Donc nous, on n'avait pas le relance blessé avec, tu vois. Donc, on Mais peut là, chercher maintenant, ça tu te retrouves avec divine ou enflammé pour pas très cher, quoi. pour 45 points. La concession, c'est de griller un voile. On en a quand même beaucoup dans l'armée, donc... Seigneur des damnés pour 35 points. Ensorceleur, seigneur de la ruine et prêtre de l'hôtel uniquement. Toute unité avec irrécupérable, typiquement c'est des déchus, Ouais. Et qui se trouve à 18 pas au moins de la figurine du porteur, peut relancer la distance de mouvement aléatoire durant la phase de mouvement. 18 pas, ça reste une grande bulle, ça fait une bulle de 36 Ouais. pas quand même. Hein. Ouais, puis ça fiabilise vraiment cette unité-là, en fait. Enfin, les deux, parce qu'il y a le gros monstre aussi qui est Oui. affecté. Ça fiabilise quand même vachement bien ces deux unités-là de pouvoir relancer, parce que ça permet de... soit on veut vraiment ouvrir la game et faire un gros mouvement, c'est super bien, soit on a justement envie de serrer un peu la game, et on a fait un gros jet sur le premier, ben on relance pour un peu Faut fiabiliser. essayer de rester... Ben, ça demande d'avoir une construction de liste articulé autour un de peu articulée autour de ça. Après, c'est pas très cher, donc tu te dis même que quand t'en as une seule unité, pourquoi pas. Après, même unité, elle-même coûte un peu de points quand même. Donc pour seulement Oui, non, mais 35 bien points, sûr. la fiabiliser, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Après, t'as peut-être envie de les mettre ailleurs, hein, tes points quand même, tes persos, tu atteins vite le cap. Hein. Ok. Ils coûtent cher les persos guerriers du chaos. Ensuite, on a la pierre de l'oracle pour 15 points, usage unique. Doit être activée lorsque la figurine du porteur est touchée pour la première fois de la partie. Cette touche est ignorée. Si le porteur est touché par plusieurs attaques simultanément, choisissez laquelle de ces attaques est ignorée. Ça peut... C'est une protection sympa sur un gros, par exemple. Sur un gros, oui, pour éviter un premier boulet de canon qui Après, passe. si l'adversaire il sait que vous avez ça, il va mettre Il 3 va- flèches de C'est son ça. redirecteur, vous la faire griller, et puis voilà. Mais pour C'est les pas armées qui très ont cher. juste, Ouais. par exemple, en phase de magie, qui ont juste la spike de l'alchimie, ben ça les emmerde vachement, parce que du coup ils vont être obligés de mettre autre chose, et ça peut griller en première phase de magie, quoi. Ok. Ouais, pour 15 points, c'est pas si cher. Orbe du voile, pour 10 points, à la fin de l'étape de siphonner le voile de la phase de magie, l'armée peut conserver 6 marqueurs voile au lieu de seulement 3. Ouais, ben on a vu qu'on avait beaucoup de synergie autour des marqueurs ça. voile. C'est un truc très sympa, quoi. Après, on a beaucoup de synergie, Mais on en mais mange on a beaucoup. pas beaucoup d'opportunités d'en générer, mis à part si on veut faire la construction de liste comme on a vu tout à l'heure avec l'objet, ou si on joue un peu l'évocation par exemple. Mais on n'a pas non plus des milliards de canalisations, on a quelques unités qui canalisent, mais pas tant que ça. Ah. Elles sont très vite chères en plus. Donc, Donc, on en a fini avec les enchantements, on va passer à l'organisation de l'armée, ça va aller assez vite. Les personnages, 45%, la base, 20%, et le spécial, pas de limite. Mais en fait, on va voir qu'il n'y a pas il y besoin a de la beaucoup limite plus. des gros, on a vu. La limite des gros, limitée à 6, ça laisse une petite marge.
Les personnages. Le héros exalté, 780 points. Est-ce qu'on a vraiment envie de parler de lui? Ben Un oui, peu. c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens jouent cette armée, je pense. Hein. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens veulent plus jouer contre cette armée. Ah, il a pris un petit coup de nerf quand même. Il a pris un petit coup de nerf, mais il a aussi baissé un peu en points. Enfin un peu, beaucoup d'ailleurs, hein, 60 points en moins quand même, c'est sympa. Ouais. Après, Donc, c'est quand même cher, hein, ça reste cher comme figurine. Ça reste quelque chose de très fort, les figurines uniques. Et surtout, on retrouve encore, je trouve, quelque chose qui revient très très souvent, c'est le côté couteau suisse de cette armée. Ouais. C'est-à-dire que ça va s'adapter en permanence. Vous avez une figurine qui, au début de la partie, va choisir ce qu'elle veut faire finalement. Bah, déjà, elle va choisir ses sorts, elle a une sélection de sorts qui est incroyable. Notamment, pour traumatiser beaucoup d'elfes, une comète. Ouais, voilà. Pour un simple adepte. Bah, elle peut en c'est pas mal. choisir que deux. peut en choisir que deux. Voilà, donc ça limite un peu. Donc elle a sa canalisation seulement si elle choisit un sorceleur immortel. Après, elle choisit deux manifestations. aspects de manifestation au début de la partie. Et on voit que les manifestations lui donnent accès à certains sorts possibles dans sa sélection. Mais enfin, il reste quand même qu'elle n'a que deux sorts. Elle ne peut Et l'attribut, par contre, de ces sorts qui est sympa, parce que du coup, c'est l'attribut de la divination, quoi. Ça fiabilise bien l'armée. En particulier sur lui-même, c'est fort. Sur lui-même, oui, parce que comme c'est... Donc oui, il est tenace, il prend la bonne manifestation. C'est un démon, donc il a bien envie d'avoir quand même son test fiabilisé pour pas perdre trop de points de vie là-dessus. Vu qu'il est quand même relativement tanky, il y a peu de chances qu'il perde ses points de vie autrement, par contre un gros perso. Puis on voit qu'il a un profil offensif qui est quand même incroyable. Hein. Ouais, Offensif 9, agility 8, 6 attaques. Après, on voit qu'il a que force 5, donc justement, quand on a besoin, on a une manifestation qui donne plus en force en AP et attaque divine. Quand on a besoin de jouer contre de l'infanterie, on peut le mettre tenace, terreur et piétinement D6. Bon, on a une tête au-dessus, du coup tout le monde nous voit, mais enfin c'est quand même fort. Quand on a besoin de faire de la magie, on a l'arpenteur du voile et la canalisation. Quand on veut être plus tanky, on a la cible difficile, plus le soin où on gagne un point de vie à la fin des combats. Voilà. Et quand on a besoin, on a le combo attaque de souffle plus le sort du rapide souffle. plus vol. C'est une figurine qui est très polyvalente. Elle est très forte. Donc, on en a fini avec lui, on va passer au seigneur élu. Donc c'est généralement, alors, ce sera pas toujours notre général, mais c'est celui qu'on aime bien prendre comme général. Ouais, après, il y a plein de gens qui jouent ça. Moi, c'est ma figurine préférée du bouquin. Donc, du coup, on va s'attarder un peu dessus. Donc, c'est un super guerrier du chaos. Ouais. Qui a tout ce qu'il faut, il a accès à peu près tout ce que vous pouvez vouloir comme équipement. On va pas tous les refaire. Toutes les marques, tous les équipements, toutes les montures, tout ce que vous voulez. Par contre, il a un petit bonus. On va traîner un petit peu dessus. C'est ça qui fait que c'est très fort. C'est les dons des dieux sombres. Chaque don est unique, donc vous ne pouvez pas les stacker dans une même armée. Non. Les dons des dieux sombres suivent les règles des objets spéciaux en ce qui concerne quels éléments de figurine sont affectés. La première pour 70 points, idole malveillante, usage unique, peut être activée au début d'une manche de combat. Pour la durée de cette manche de combat, le porteur gagne plus en valeur d'attaque, plus en force, plus en pénétration d'armure. Quand on sait qu'on est déjà à 5 sur à peu près les deux caractéristiques principales, on passe à 6, à P3. C'est bien simple, cette idole-là, c'est une idole qui marche particulièrement bien avec les deux armes magiques qu'on a vues plus haut. Qui ne nous donne pas plus de force. Qui ne nous donne pas de bonus de force, mais il y en a une qui fait des D3 points de vie avec de la P10. Une qui nous donne plein d'attaques. Et celle qui nous donne plein d'attaques, là, on gagne une attaque en plus, encore. Et du coup, notre bonus de force et d'AP, il se démultiplie incroyablement, parce qu'on se retrouve avec une figurine qui met une quantité astronomique de pain, qui et 6 à P3. Pour peu qu'on ait payé l'enchantement qui nous donne attaque divine ou attaque enflammée, ça part dans tous les sens. Ensuite, on peut retrouver Fortune des dieux sombres. La figurine du porteur gagne Agite plus 1. Comme on sait qu'on n'a pas facilement accès à l'Agite 4+, de base, un talisman de protection qui nous donnerait Agite 5+, on passe ce don-là, et on passe à l'Agite 4+. Comme ce qui est rigolo, c'est que ça marche aussi avec son égide de base sur le toxique, qui du coup, juste en mettant ça, fait qu'on a une égide 4+, contre le toxique. Alors du coup, est-ce que ça fait pas doublon si on prend une égide à côté déjà? Bien sûr, mais ça permet juste de... Oui. Si on joue contre un Skaven et qu'on sait qu'il va avoir beaucoup d'attaques toxiques... Ensuite, prélat noir, le porteur peut lancer soutien astral, sort du domaine de l'évocation, et main de gloire de l'occultisme, en tant que sort lié
de niveau de puissance 4-8, sort un niveau Mhm. classique, avec pour type unité du lanceur main de gloire et lancé dans sa version amplifiée sans devoir effectuer le sacrifice. Ouais, c'est pas terrible, celui-là est C'est pas le plus incroyable. intéressant, on peut pas le booster avec les Bah, tokens. c'est un seigneur du chaos qui peut lancer des sorts, quoi, mais du coup, autant prendre un sorcier. Ok. Ou un héros exalté. C'est peut-être pas celui qu'on ira chercher en premier, en tout cas. Non, très rarement, on le voit très rarement. Elle démoniaque, bon bah alors tout est dans le titre, hein. Figurine à pied uniquement, parce que bon, faut peut-être pas en demander trop quand même. Pour 50 points, le porteur gagne course rapide, troupe légère parce qu'évidemment il va voler, et vol 8-16. Alors là par contre ça nous fait pas un cow-boy, mais un petit ranger entre guillemets, hein, Oui. qui va aller vite, loin, pas redirigeable. Mais bon, ça fait beaucoup. Et s'il est bien équipé, qui va commencer à envoyer des patates dans tous les Ouais, il y a sens. des petits combos sympas avec les bots aussi, hein, en plus. Donc, ça marche bien. Ça commence à être sympa. Et une que j'aime particulièrement et dont on a parlé tout à l'heure, l'aura anthropique, figurine de taille standard et grande uniquement. Attention, ça marche quand même sur un seigneur sur Carcadon. Donc celui-là c'est assez simple. Tous les enchantements d'armes et d'armure dans un combat sont désactivés à partir du moment où on est en contact avec cette figurine. Ça veut dire que notre personnage qui de base tape déjà très bien, bah en fait les autres taperont pas mieux que lui, et vu que c'est déjà un des plus gros bâcheurs Ouais, mais du jeu, cette règle-là, elle est incroyable, parce ça en fait un qu'elle dueliste de fou, synergise, en fait. elle synergise incroyablement bien avec les gantelets qu'on a vus tout à l'heure. Mm. Elle synergise extrêmement bien avec le maître d'armes. Sur un perso à cheval, on se retrouve avec un speedy qui encaisse super bien. Et ça n'empêche pas d'avoir une invue, hein. Donc on peut quand même payer le petit talisman à 5 plus d'invue, hein, puisque ça désactive pas les talismans. Donc on garde une brute qui est ultra flexible. Bah on est l'un des meilleurs bâcheurs, enfin un des meilleurs cogneurs du jeu. Oui, bon, je sais pas si on est un des meilleurs cogneurs, mais en tout cas, on synergise très bien avec l'armée. Ouais. Parce qu'en plus de ça, on a vu que lui, il peut avoir sa bannière perso avec son enchantement, donc on passe par exemple à une bannière guide, pour pouvoir donner guide à une unité qu'on rejoint. Lui, il a que 3 points de vie sur son cheval, donc prendre des tests de terrain dangereux, ça fait tout de suite peur. C'est très chiant, parce que c'est des points de vie qu'on perd pas facilement, en fait. On a une très bonne endurance, très bonne CC. On va taper très fort sur tout ce qu'on touche, donc avant beaucoup de monde, donc c'est embêtant de perdre des points de vie dessus, du coup ça marche super bien. Après, le seul problème, c'est que on se retrouve avec une figurine qui coûte très cher, hein, mais bon, les guerriers du chaos, c'est des armées d'élite, leurs figurines coûtent très cher, elles sont extrêmement fortes, et elles sont surtout extrêmement polyvalentes, ça lui donne une polyvalence incroyable, parce qu'il peut meuler tout aussi bien la masse que des persos en fait, qui ont été stuffés pour... Il désactive les enchantements des persos. Et en plus, il en désactive pas qu'un. Oui, il désactive tout. Donc, et les armures, il y a beaucoup de monde qui joue avec la 4 plus d'armure, 4 plus 1 vue. Il n'y a plus rien. Juste on la désactive. C'est vraiment fort. Et puis surtout pour ceux qui veulent, il y a un combo qui est très sympa, où si votre adversaire il a l'armure qui donne l'invulnérable 3+, sur les attaques enflammées, et ben vous choisissez votre attaque enflammée avec les gantelets, vous désactivez son homme, et du coup, vous avez l'attribut de l'alchimie qui proc, vous relancez pour blesser, sans qu'il ait son invue au feu. C'est très fort. On va passer ensuite au Seigneur de la Ruine. C'est le personnage répudié, hein, on voit, donc c'est les déchus. Il a une règle spéciale qui est Maître de la Destruction. C'est un attribut d'attaque de corps à corps. Étonnant pour un guerrier du chaos. L'élément de figurine peut utiliser un bouclier ou un bouclier à pointe, important pour le combo qu'on a vu tout à l'heure, en même temps qu'une arme lourde ou une hallebarde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça lui permet de renvoyer les touches et de malgré tout taper très très fort et d'envoyer des touches très très fortes. Il peut avoir porteur de trophée, ce qui est un peu logique. Et après, donc il a accès à plusieurs équipements, bouclier à pointe et le stuff d'armes. Il peut être monté sur un behemoth des désolations. Vrai, si vous voulez avoir une figurine vraiment grosse, on voit du lourd, quoi, mais bon. Est-ce que c'est vraiment le plus optique ? On le voit très souvent à pied dans son bunker tenace. Ouais. Voilà, ça fait une grosse unité indéboulonnable en milieu de table. C'est classique. Avec personne qui veut rentrer parce que lui il met ses patates. Il tape trop fort. Ensuite on va retrouver le magicien, donc l'ensorceleur, pour 130 points. C'est un petit guerrier du chaos, pas très armuré, qui est de base seulement apprenti. Ouais. Donc là il va falloir lui payer si vous voulez que ce soit un adepte ou un maître magicien. Il a accès à l'alchimie, évocation, occultisme. C'est 3 des meilleurs domaines du jeu. Ça tombe plutôt bien, et qui synergise bien avec l'armée. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Arpenteur du voile, on peut lui payer des armures, classique. On peut lui payer un char. On peut le monter sur des dragons, sur un behemoth, sur un hôtel. Très souvent, à l'heure actuelle, on voit
On a vu le char sur l'adepte, Ouais. et on voit aussi souvent le seigneur sur disque. Et on le voit aussi parfois en cavalier quand il rejoint des barbares. Bah, Il dans fait ce cas-là, son on le chanson. met sur disque, plutôt. Plutôt sur 10, d'accord. Ouais. Parce que moi, les rares fois où je l'affrontais, c'était plutôt sur Ouais, mais sur là, Dada. ça sort pas mal. Le Ça disque, sort pas mal sur c'est disque. plutôt fort. Alors, on va arriver sur le chef barbare, qui est une figurine que je connais moi personnellement pas très bien, qu'on voyait avant, que je vois beaucoup moins. Alors, il a une règle spéciale qui est des actes, pas de parole, attribut d'attaque, l'élément de figurine gagne ardeur guerrière, et N lorsqu'il est dans une unité comportant au moins une figurine ordinaire avec fièvre guerrière. Ouais, c'est une règle qui le booste lui quand il est avec d'autres maraudeurs. Quand il est Mais avec d'autres barbares, ouais. c'est assez atypique parce que dans les utilisations qu'on a vues ces derniers temps, c'est principalement soit sur char, en jouant vraiment de manière très cheap, juste le char et avec lance de cavalerie et tout un train, quoi. Ça donnait un char personnage qui encaisse bien et qui tape bien. Ou alors on le voyait sur la monture de Slanesh, speedy. l'ombre chasseresse là, en speedy pour mettre plein de pain et casser un peu les pieds, quoi. Ça fait un petit perso qui coûte, lui, par contre, beaucoup moins cher que les précédents. Ouais, mais ça reste quand même cher, hein. Ça monte Une vite, fois, une fois équipé, ça. à part si vous le mettez sur le char, ça coûte pas si cher que ça. Mais si vous voulez le mettre sur l'ombre chasseresse, avec l'équipement magique, l'armure, le machin, le bidule, le truc, il monte à 300-350 points, ça reste quand même un personnage cher. Okay. Mais après, il a quand même des attaques F5, Ouais, de base, il a des bonnes stats, voilà, c'est un bon perso de soutien. Okay. Ensuite, on passe au gros de la fratrie, Ouais. le Feldrak ancestral. C'est grosso modo un gros dragon qui vole pas, mais qui a la haine des dragons. Qui déteste les dragons. Qui déteste les dragons. Hein. Braise mourante, attribut d'attaque. Après avoir utilisé cette attaque de souffle, la figurine perd 1 point de vie sans sauvegarde d'aucune sorte possible. On peut aussi ne jamais utiliser l'attaque de souffle pour garder ses PV. Oui, bien sûr. Après, on a 8 PV quand même. Hein, on a 8 PV, donc on peut s'en faire. Ensuite, légende primordiale, règle universelle. Tant que la figurine est sur le champ de bataille, les unités alliées avec vol ne peuvent pas utiliser de mouvement de vol. De plus, si la figurine est le général, la somme maximum des valeurs de bêtes légendaires est augmentée de 1, donc on monte à 7 quand même. Ouais, bah à une époque, on voyait des listes, on voyait une liste avec 2 comme ça. Donc ça fait 4. Ouais. Et il nous reste encore des points ouais, on pourra en mettre un autre. On pourra en mettre encore. Hein. Ouais, non, c'est très sympa. Écoute, il est très bien. Il y a un petit truc sympa. On paye les enchantements d'armes de manière double dessus. Parce que en même temps, quand on voit son profil, quand on a de la force fort, hein. 7 de base, forcément tous les enchantements d'armes vont devenir très forts. Synergie super bien. Il y a 6 attaques avec une bonne offensive. Le seul un peu bémol, c'est l'agilité qui est pas incroyable. Bon, ça reste quand même 3 pour une grosse créature comme ça. En plus de ça, on a un souffle. On a une haine contre les volants qui permet quand même de bien fiabiliser dans les combats contre des gros. Donc, non, mais la figurine est très bien. Après, l'agilité, on a quand même 8 PV, résistance 6. Oui, bien sûr. On peut se permettre de taper après. Quoi. Donc, on passe aux montures de personnages rapidement. Monture sombre, donc c'est un cheval. Caparaçonné, et s'il est pris par un chef barbare, sa valeur de marche forcée passe à 16. Ouais, donc mais ce qui est intéressant, c'est quand même le mouvement 8. Hein. Mouvement 8 de base. Ça permet des charges quand même assez lointaines, hein. C'est très cool. Ensuite, l'ombre chasseresse, donc ça c'est la monture de Slanesh quand même. Classique, avec une petite avant-garde à 6. Ouais. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours pris. Hein. Avec troupe aussi. Et guide. Mais que plus 1 en armure. Mais que plus 1 en armure, on va avoir plus de mal à choper là 1+. Ouais. Mais bon, ça va très très vite quand même. Hein. Et on garde les caractéristiques du porteur même en défense, ce qui est pas mal. Ensuite, on retrouve donc la roue céleste acérée, c'est le disque hein, tout bêtement, avec un vol à 6-18, donc ça vole vite quand même. Hein. Oui. On garde les caractéristiques défensives du porteur avec un petit hard target, un cible difficile qu'on est content d'avoir. Ouais. On peut pas être piétiné parce qu'après tout on est quand même un peu grand, on est un assemblage. En termes d'attaque, il y a une attaque D3 plus un broyage, c'est un peu anecdotique. 3 P0. C'est pas énorme, c'est plutôt vraiment pour le côté vol 18, c'est le vol 18 qui est vraiment très intéressant. Ensuite on a le palanquin de guerre, donc c'est pour mettre son roi sur son trône. Ouais, c'est ça. Qui donne plus 2 en armure quand même, oui, et c'est pas si mal. Une tête au-dessus aussi, et ne peut donc pas être piétiné.
avec un petit PV supplémentaire pour notre seigneur, Ouais. et puis, quelques attaques de 4 guerrier. attaques, Les porteurs sont toujours là, ça fait plaisir. Ensuite, on a le char sombre, qui a mouvement 8, marche forcée 8 aussi, ça c'est assez classique pour un char. Plus un PV, résistance 5 sur les personnages, on va le trouver assez souvent, il n'y a que donc du coup pour le chef barbare. Plus 2 en armure, c'est un bon char. Et après ça reste un char classique avec des notez faux. qu'il n'y a pas de il y a pas de Il n'y a pas de cavalier, dessus. de Ouais. rige. Il n'y a pas de riche pour taper, il n'y aura que les montures. Ouais. Ensuite, donc l'hôtel de guerre, mais qu'on développera un peu plus quand on sera au niveau de l'unité. Le carcadan, donc c'est la monture des chevaliers élus, hein, Ouais. tout simplement. Bah, vous mettez votre seigneur dessus, vous le mettez dans l'unité, et puis Ou tout seul. Après, tout seul, il est un peu sujet quand même aux grosses machines de guerre, peut-être. C'est un risque à prendre. Il peut se cacher Il derrière peut les se autres. cacher derrière les autres. Ouais. La chimère, donc on a vu tout à l'heure, qui peut atteindre salle de plus avec l'armure du porteur malgré tout. Mouvement 8-20. Ouais. Donc ça vole pas forcément de base, mais ça gambade. Ça ne compte que pour 1 dans les bêtes légendaires, ce qui est pas mal. Ça provoque la peur, bon, c'est une grosse bête, rien de surprenant là-dedans. Et pour 40 points supplémentaires, vous pouvez lui payer une paire d'ailes. Ça ne vole plus qu'à 16, mais du coup on n'est plus redirigeable. Ouais. C'est pas mal non plus. Le Behemoth des désolations, alors que je vois pas souvent. Limité à 2 par armée, on a un très grand socle. On ne compte quand même que pour 1 dans les bêtes légendaires. Oui. Et c'est malgré tout un espèce de gros dragon, hein. Sans le vol. Sans le vol. On a beaucoup de PV, de toute manière, on sait que l'armée n'aime pas le vol, de toute manière, Oui. de base. On l'a compris avec le Feldrac ancestral. Donc on a des grosses caracs défensives, parce qu'on a quand même 7 PV malgré tout. Ouais, mais offensivement, Offensivement, on met pas grand chose. l'offensif, enfin, on a 6 attaques forces Oui. quand même, mais l'offensive 3 pêche un peu quand même. Pêche un peu. Et pour 35 points, on peut augmenter notre marche forcée. Par contre, on perd un peu en armure. Oui. Ce qui est un peu dommage pour une grosse bête comme ça, on aime bien garder notre 3 plus d'armure. Ouais. Hein. Moi je suis pas très fan de cette monture. Non, c'est un peu dommage. Peut-être que besoin encore d'un petit remaniement pour la rendre un peu plus intéressante. Je pense que de toute façon le problème c'est qu'ils ont tellement d'options de monture que Ouais, il y en a forcément qui seront moins bien que d'autres. Et enfin, alors ça, on le voit jamais, et je trouve ça triste pour un dragon quand même. Le dragon des désolations. Mouvement 7-14, pareil en vol. Bête légendaire, seulement 1. Et d'habitude, le dragon, sur ce genre de restriction, c'est plutôt 2. Les grands esprits se rencontrent. Les peu de dragons que je vois, Alors, moi, attends, parce que c'est parce que tu joues, ouais. moi je joue à elle, ça compte 2. Il n'y a aucune autre armée qui C'est a vrai droit à 2 Ah dragons. merde. Donc bête légendaire 1. La règle les grands esprits se rencontrent, donc c'est une nouvelle règle des dragons qui a été ajoutée. La figurine gagne plus 4 en valeur de marche forcée sur son mouvement au sol. Ouais, mais c'est très bizarre comme wording, parce que je comprends pas pourquoi ils ont pas simplement mis 7-18 en fait. C'est ça, juste ça aurait été plus simple. Juste qu'ils voulaient faire leurs règles, les grands esprits se rencontrent, mais... Mais du coup elle est pas super intéressante. Quoi. Quand c'est dans un profil, comme c'est un effet direct Sur une dans statistique, un profil, bon, ouais, c'est un peu dommage, ouais, ils auraient pu le mettre directement. on va pas leur cracher dessus. Non. Troupe légère parce que ça vole, et après c'est la caractéristique classique d'un dragon, hein, tout simplement. Ensuite on va passer aux unités de base, donc on a un minimum de 20% à prendre, c'est malgré tout le corps de l'armée. En premier, les guerriers, le classique. Alors là on retrouve notre histoire de couteau suisse, vous pouvez prendre toutes les marques qu'on a vues avant, enfin toutes les faveurs qu'on a vues avant. Ils ont accès à plein d'armes possibles, ils ont de base leur bouclier, À pointe. C'est-à-dire que de base, on va quand même envoyer des attaques. Et full état-major possible. Ouais. Avec un petit enchantement d'étendard, sans limite de coups. Ce qui est pas mal pour une unité de base, malgré tout. Mais ça reste des guerriers d'élite, donc c'est un peu normal. Ouais, après, le défaut, ça reste de l'infanterie à mouvement 4, quoi. Hein. 4-8, ça va pas vite. Ça va pas vite, et ça On n'a qu'un verra seul que, PV. heureusement, on a moyen de les rendre un peu plus mobiles avec une autre entrée là, qui a changé il y a pas si longtemps que ça. Qui fait très plaisir à voir. Et ouais, c'est des couteaux suisses, ça tape bien, ça encaisse relativement bien. Pour une unité de base, c'est quand même... C'est quand même une unité C'est à une unité 2 de base. attaques, offensive 5, avec une bonne agilité. Et puis un profil défensif, malgré tout, une résistance à 4 en sauvegarde 3+, Ouais, on est sur un bon nain, hein. Oui. Non, surtout quand on voit des patates. Hein, donc, Mais un bon nain qui envoie des patates, oui. Ouais. Ensuite, on va retrouver les déchus. Alors, j'ai passé les guerriers, 230 points les 10, 20 points par modèle supplémentaire. On peut retrouver tout type d'unité en fait. Hein, sur ouais, ce comme on profil-là. a dit dans les marques, on verra tout. On verra les barrettes de 10 qui redirigent, les barrettes de 10 toutes nues, le pack de 20 guerriers armes lourdes, Qui va marque faire peur à tout le Lanadra, monde, avec la ouais. bannière, le machin, les trucs. On peut vraiment tout jouer. Ouais. Les déchus, 145 pour les 5,
15 points par modèle supplémentaire. Ils sont sans peur, donc ça ne fuit pas, attention. Troupe légère, donc ils n'auront jamais de steadfast, mais tout mais ils sont pas nombreux. Voix de l'exil, ce qu'on a vu avec. Ils ont quand même leur armure de la forge démoniaque. Donc ils ont quand même une 4+. Mais ils ont une Dev 2 quand même. Hein. Mais ils ont une Dev 2, c'est surtout par rapport au tir en fait que je dis ça, hein, c'est que malgré tout ça a une petite armure. Oui, c'est rendu 4. C'est rendu 4, une sauvegarde à 4, c'est pas non plus en chip ça. Et ça a 2 attaques paire d'armes, donc ça fait 3 attaques off 5 du coup. Off 5, qui casse la parade. À J4, c'est pas si mal. Qui pour une tape, petite unité, qui hein. tape avant de mourir quand on rate le test. C'est un redirecteur sympa. C'est un redirecteur sympa, ouais. Qui met plein de patates. Qui a bougé à 6-12, donc ouais, ça c'est peut pas mal, aussi se jouer en unité un peu plus grosse sur les flancs pour ouvrir le jeu. C'est une bonne unité d'ouverture de jeu. Ensuite, on retrouve nos barbares, c'est le low cost de l'armée, très clairement. 135 pour les 15, 6 points par modèle supplémentaire. Ils ont accès un peu, alors ils ont accès aux armes de jet, un peu une honte presque hein, pour du guerrier du chaos. Mais sinon, ils ont accès à pas mal d'autres équipements. Attention quand même à l'arme lourde qui est limitée au niveau de nombre par armée, on sait pas trop pourquoi. Ça a été très joué pendant un temps? Non, pas vraiment. Non, même pas, donc on sait... c'est pour éviter les blagues. Donc jusque là, parce que d'exceptionnel. la fille à 10 points avec oui. des patates force 6 quand même. C'est pas mal. Les cavaliers barbares, à savoir attention, si vous les prenez par 8 ou plus, ils rentrent dans les unités de base. Toujours intéressant, et on le voit, c'est souvent des chaussons pour les mages, voire certains persos. C'est une scoring rapide. Ça fait une scoring rapide, et qui tank pas si mal. Ouais, ils ont une très bonne save. 130 points les 5, 18 points par modèle supplémentaire, vous pouvez en avoir jusqu'à 4 par armée, des unités comme ça. C'est de la cavalerie semi-lourde, voire lourde. C'est pas vraiment lourd. Pas lourd, parce qu'ils sont pas la 2+, ou la 1+, mais ils ont pas un potentiel pour taper... oui, ils tapent pas très fort, ouais, jamais, effectivement. Mais on voit que pour 2 points de plus, vous avez le bouclier, vous tombez sur une 3+. Ouais. Qui est pas mal. Et après, vous avez l'option des armes et de l'état-major classique. Donc ça peut quand même compléter les bases, il y a des listes qui s'en servent bien. Hein. Il y a beaucoup de monde qui en joue 8. On trouve une deuxième unité qui peut compter dans les bases si vous en prenez 8 ou plus, c'est les molosses de guerre, typiquement un redirecteur. Redirecteur insignifiant, ce qui est pas mal, j'ai vu qu'il y avait 2-3 règles où ça avait une utilité. Et la règle spéciale lâcher les chiens, qui fait que usage unique peut être activé au début du tour de joueur allié. La figurine gagne plus 6 en valeur de marche forcée. Donc ça veut dire qu'on peut rediriger quand même à 22 pas. Ouais. C'est pas mal, c'est loin. Et charge dévastatrice plus une attaque plus en force durant le tour de joueur. Est-ce qu'on a vraiment envie de charger avec nos redirecteurs? Non, mais on peut gagner la guerre des redirecteurs. Ouais, c'est ça. Encore une fois, c'est une règle qui donne de la polyvalence, comme on l'a dit à ce bouquin. On peut soit rediriger plus loin, soit si on est en position de charger, on peut prévoir sa charge et taper avec de la force 4. Force 4 à P1, on dit que si on gagne la guerre des redirecteurs, après on peut se reformer pour rediriger. Ça peut peut-être aussi faire des blagues. Après c'est dangereux quand même de baser son jeu sur ça, parce que si on... Le problème c'est le test. Si malgré plus une attaque plus 1 en force, on passe perd le combat... C'est compliqué. Mais du coup, le plus souvent, on le voit quand même utilisé pour le plus 6 de marche forcée. Quasiment tout le temps, mais bon, ça donne quand même de la polyvalence. Faut pas l'oublier, quoi. Ensuite, on retrouve les guerriers chevaliers. Alors là, mouvement seulement les guerriers à pied, quoi. 8-14, sauf que là, on a... Donc c'est des guerriers à pied 8-14 et qui sont en 1+. Ouais. Ils ont accès à cette fameuse 1+. C'est quand même fort, ça tient bien. On a vu que... c'est surtout de la 1+ en Ducat. C'est de la 1+ en Ducat et avec une petite invue toxique. Donc c'est pas mal non plus. Accès à toutes les marques, toutes les faveurs. Ouais. Donc ça redevient intéressant. Et après, on peut choisir entre l'arme lourde et la lance de cavalerie, mais on a vu qu'en fonction de la faveur, ça pouvait être très intéressant aussi. Toujours accès donc à notre état-major complet, ça c'est du classique. On les voit pas tant que ça, je trouve. Pendant un temps, on voyait beaucoup, et puis là, en ce moment, je les vois ça dépend de ce que jouent les gens. Ça a pas l'air d'être trop très dans souvent, on leur préfère les chevaliers. Les chevaliers, ouais, c'est ceux qu'on voit beaucoup. Le char des guerriers. Ça, pour le coup, on n'en voit plus. Ça, on n'en voit plus non plus. Pourtant, c'est un bon char. Qui a une sauvegarde d'armure de 3+, une résistance de 5, c'est pas si mal. Le problème, c'est que l'armée va plus vite que lui, en fait. Mais l'armée va plus vite que lui, ouais. Alors, comme on voit beaucoup de cavalerie, l'armée va donc plus vite que lui. Est-ce que dans une armée plus orientée infanterie, ce serait pas intéressant de le retrouver? Ouais, mais le problème, c'est que tu peux pas vraiment faire une armée orientée infanterie dans un plan de jeu basique, parce que en menace à distance, t'as ta magie, mais ta magie, elle a quand même une portée relativement courte. Donc, ça veut dire que tu peux pas trop faire des games où t'attends ton adversaire, en fait. Donc malgré tout, ça rentre même pas. Ouais. C'est compliqué d'orienter notre avec les nouvelles gates, on peut envisager des chars, mais est-ce que tu préfères téléporter dans le flanc de ton adversaire un char ou une unité de 4 chevaliers élus, quoi?
ou même des élus à pied, parce que du coup ça règle le problème de la vitesse de déplacement. Oui, mais bon, il y a toujours le problème de réussir sa charge après. Oui. Ça c'est autre chose. Ensuite on va retrouver les élus, donc là, modèle à pied, 235 points les 5, donc ça reste un peu cher, 45 points par modèle supplémentaire, ça reste donc très cher. Oui. Pour des figurines qui bougent à 5-10, c'est ça que je trouve un peu compliqué. Oui. Parce que sinon, ils ont encore une fois accès à toutes les faveurs, ils ont accès à toutes les armes, ils ont 3 attaques de base, et ils ont attaque de soutien 3 de base aussi. Oui. Ils ont quand même donc 3 attaques de base, on vient de le dire, mais ils ont aussi une off 6, une def 6, Oui. qui est quand même intéressant. Ils ont surtout 2 PV. 2 PV, avec une sauvegarde 3+, sur de la résistance 4, c'est pas mal. Après, vu le montant en points, est-ce que c'est pas logique qu'ils aient On les des voyait PV? plus du tout. Est-ce qu'on va les voir? Je pense que le changement sur la règle de Kulima, de la marque de Kulima, les impacte quand même pas mal. Parce que ça leur donnait quand même des bonus incroyables. Hein, parce que on va faire un rapide rappel de ce que ça faisait avant. Avant, ça leur donnait rapide. Parce que là, ça ne donne plus. Ça donne maximisé, mais bon, c'est à peu près pareil. Ok. Parce que ça faisait relancer les 1 sur les distances de charge. Relancer les 1 sur les jets d'attaque. Au premier tour. C'était très fort. C'était super fort. Avec une infanterie, un mouvement 5, c'était super fort. Là, maintenant, c'est un peu moins fort, mais en contrepartie, ils ont gagné la mobilité des gates, maintenant, qu'on verra après, qui permet d'envisager d'en jouer une petite unité, pourquoi pas, dans certaines listes. Après, comme d'habitude, le problème, c'est qu'ils résistent difficilement à la comparaison avec les chevaliers élus, en fait. Avec leurs copains montés, hein, comme les guerriers. Et on trouve donc justement, juste après, les chevaliers élus, 410 points les 3, donc c'est très cher, mais c'est très fort. C'est plutôt fort, ouais. C'est plutôt fort. 100 points le modèle supplémentaire, encore une fois c'est très cher mais c'est très fort, mais vous avez le mouvement 7 rapide de base. Vous avez, en plus vous êtes scoring malgré tout, vous avez 3 PV modèles avec la même, enfin même avec une 2+ d'armure, on descend encore plus bas, sur une résistance de 2, et vous avez encore plus d'attaques parce que chaque monture a 2 attaques force 5 en plus. C'est de la statue force 5. C'est de la statue force 5 vu que vous êtes en hallebarde. Par contre on a accès à toutes les marques, mais on n'a pas accès à l'équipement. Donc, techniquement si, parce qu'on a le maître d'armes qui, peut arriver avec une faveur, mais c'est tout quoi. Voilà, c'est. Après, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Pas besoin. On en a pas besoin. On retrouve ensuite le char élu. Donc des élus sur un char, pareil, on en voyait avant, maintenant, je trouve qu'on n'en voit pas trop. Toujours le même problème finalement. En fait, le rythme des games a vachement accéléré, donc ça va pas assez vite. Il souffre des mêmes problèmes que le char guerrier du chaos. C'est dommage parce lent, que pas beaucoup, mais il est encore plus lent. C'est pas une grosse différence. Mais il a un profil qui est incroyable en défense 6, 5 PV en du 5, avec une sauvegarde d'armure à 2+. Enfin, il est incroyable en termes de statistiques, mais le problème c'est qu'il souffre de sa mobilité qui est très limitée. Vous mettez ça dans des armées qui ont un peu de menace à distance autre que des sorciers très chers, et vous en verrez plein sur la table. Là, dans l'armée, malheureusement, en fait, on va se retrouver avec une armée qui a 2 vitesses, et en guerrier du chaos, on n'a pas trop envie de jouer comme ça, on a plutôt envie de faire un assaut global en fait. Parce qu'on a déjà pas énormément de ressources, parce qu'elles sont très chères. Oui, on se retrouve avec peu de monde sur la table, donc si on laisse des figurines derrière, c'est chiant. On retrouve notre chimère qui est la même qu'en monture. Oui. Typiquement, hein. Pour 200 points, ça fait un monstre. On va voir. C'est un redirecteur / chasseur de redirecteur. Qui n'est pas noté. Qui est envisageable. Comme faisant partie des... Non, il fait pas partie des bêtes légendaires. Donc ça peut faire beaucoup de monstres. Ouais, mais après c'est pas un monstre, parce que c'est une bête large. C'est une grande bête, ouais. Donc, on va voir nos affligés. 75 points, on peut les avoir en modèle unique. Oui. Je crois que j'en ai jamais vu encore. Je sais pas trop comment jouer. 3d6, c'est un peu compliqué pour baser son plan de jeu. Ça fait pas vraiment un redirecteur. C'est pas trop. 90 points par figurine supplémentaire, on peut aller jusqu'à 6. Ça c'est de la saturation, et ça a une régénération à 5+. Ouais, le petit pack de 5-6, on en voit pas mal, même maintenant encore. Ça arrive encore. Hein. C'est pas trop cher, donc... Pas trop. On va ensuite passer au répudié, 200 points les 3, donc c'est notre infanterie entre guillemets monstrueuse, hein, qui va aller avec notre seigneur des ruines de la ruine, c'est ses gardes du corps. Il y a 2 usages, soit on joue une unité de 6, 7, avec le seigneur de la ruine en bunker. On voit qu'on est garde du corps du seigneur de la ruine. Donc ça va durer longtemps. On encaisse, du coup on leur paye même pas d'armes parce qu'ils ont que 2 attaques. Donc les armes spéciales, ça marche pas de masse dessus. Et puis on garde notre bouclier. Ouais, on voit qu'ils tankent, on garde notre bouclier à pointe. On est en 2+ d'armure. Ouais, tout à fait. Donc on peut les jouer comme ça. Ou la deuxième utilité, c'est une petite barrette de 3, très souvent avec la règle spéciale qui s'appelle Damnation,
qui coûte un peu cher, Mais qui est un mais enfer. qui a un potentiel d'outplay de votre adversaire qui est incroyable. Vous croyez que vous en avez fini, vous en avez pas fini. Oui. La règle de nation, donc. Voilà, donc ça c'est pour les petites barrettes de 3. On peut pas être rejoint par un perso. Par contre, on fait ses attaques. Dès qu'on rate son test de morale, on fait ses attaques de corps à corps. On est retiré et on est remplacé par une unité d'enfant du chaos qui a autant de points de vie que ce qui nous restait à notre barrette. Et qui va taper en plus, même une fois supprimée, parce qu'elle a les mêmes règles. Oui, tout à fait, mais Donc ça ça va permet encore en d'avoir faire. une barrette qui Oui, est c'est ça. scoring, hein, faut pas l'oublier, Mhm. et qui, même si elle est détruite, va laisser une unité qui va stuck votre adversaire. Mhm. Donc ça permet d'avoir une espèce de redirection ultra fiable, quoi, parce Ouais, puis que c'est pénible au possible. sa seule chance de pas être emmerdé à l'adversaire, c'est de vous one-shot en fait. Parce que si vous faites pas beaucoup de dégâts, Mhm. c'est vous qui gagnez le combat, donc vous êtes content. Si Il en vous fait, faites un mais peu de pas dégâts assez. et vous pas beaucoup, vous pouvez réussir votre test. Bon bah vous tenez. C'est si vous ratez votre test, eh ben, vous réussissez quand même à tenir Avec quand même la avec figurine. la figurine qui pop. Ouais. Donc c'est fort. C'est un enfer. Les Feldrac, c'est des petits dragons, hein, tout bêtement. Et ils volent pas. Ils volent pas, bah toujours pas, on n'aime pas dans cette armée, hein. Faut pas que ça vole, on a compris. Donc c'est quand même des bêtes grandes, avec Ouais. une tête au-dessus, donc ils sont quand même bien visibles. Hein. Ils ont eux aussi la haine contre le vol. Ouais. Pour des bestioles qui tapent avec 3 attaques F5, ils ont 4 PV rendu 5, enfin reste 5. Bah, ils encaissent pas mal. Ouais. Ils encaissent pas mal, ils tapent quand même pas si mal. Ils ont la Ils discipline 9 qui fait plaisir aussi. Ils ont accès à quelques équipements d'armes si on veut. Ouais. Ça fait vite une unité qui coûte cher, Oui. mais ils ont accès à tout Mais ce qu'il après faut. c'est comme tous les guerriers du C'est comme chaos. tous les guerriers On du se retrouve chaos. très vite avec des unités à 400-500 points, Ouais. sans problème, voire même beaucoup plus dès qu'on veut mettre des effectifs nombreux. Un peu ouais, ouais. Mais ça fait mal quand même. Ensuite, l'hôtel de guerre. Alors, faut rentrer un peu dans le détail. C'est un apprenti magicien qui a canalisation 1. Oui. Qui a une règle spéciale qu'on verra tout à l'heure, le fanal des dieux sombres. Fièvre guerrière, donc c'est un peu comme la même règle que les barbares. Pas un meneur. Faut pas en demander trop. Peur, plateforme de guerre, ça veut dire qu'on va pouvoir l'intégrer dans nos unités. Ça c'est pas mal. Porteur de trophées. Et présence Il a imposante. toutes les règles du jeu. Donc il a tout ce qu'il faut. C'est votre totem, il est là. Il a une 3+ d'armure, agite 5+, Ouais. donc ça Avec tank 5 quand même. PV en du 5. 5 PV reste 5, c'est quand même pas mal. Donc il a le prêtre dessus qui fait sa petite attaque, les affligés en dessous qui font leur attaque de broyage, on va pas cracher Ça fait dessus. toujours plaisir comme des Ça elfes. fait toujours plaisir contre des elfes, merci les elfes. Ouais. Laissez-nous tranquille un peu. Le prêtre peut prendre un unique enchantement d'étendard et d'artefacts. Ou d'artefacts. Ou d'artefacts, pardon. Mais il faut pas oublier qu'il y a un étendard qui donne des objets de sort quand même dans le bouquin. Donc ça fait vite une Donc plateforme on de peut tir avoir hein, une unité qui blast pas mal. dans tous les sens. Donc de ce livre d'armée uniquement, ça remplace la possibilité de prendre un enchantement d'étendard pour le porte-trophée. Comme un objet qu'on voit aussi de temps en temps, on voit la Weird Stone qui permet d'annuler la première touche. Parce que du coup ça nous donne une résilience au canon qui est assez sympathique Ah oui. aussi. Oui, parce que malgré tout, on peut se faire sniper, mais ok. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est cool, Donc pour la règle spéciale fanal des dieux sombres, à la place de la procédure habituelle de la sélection des sorts, le magicien doit choisir l'un des sorts suivants lors de l'étape de sélection des sorts. Donc en fait c'est un peu comme tous les conclaves hein, qu'on connaît dans d'autres bouquins. Murmure du voile de l'évocation, appel de la tombe de l'occultisme, celui-là il fait mal, et feu démoniaque, c'est notre sort héréditaire. Ça va blaster. Hein. Ouais, après on voit quand même qu'il a accès à Murmure du Voile, et c'est souvent, vu qu'on va avoir des blasts sur tous nos autres sorciers, c'est quand même pas mal d'avoir, on est une armée qui va faire du cac, hein. Donc c'est quand même pas mal d'avoir des boosts de cac, et c'est un des très bons boosts de cac. Mettre moins en endurance et moins en commandement à l'adversaire, c'est très fort. Et lui, malgré tout, on le voit pas mal quand même, je trouve encore. On le voyait beaucoup, on le voit moins. On le voit moins quand même, parce que moi, je l'ai pas mal vu. Mais c'est une figurine que, perso, j'aime bien, je trouve ça Ouais, il est intéressant. très bien, il est très bien. On va retrouver les flagelleurs, donc c'est des redirecteurs qui vont très vite. Oui. 10-20, donc c'est les chasseresses, les ombres chasseresses. Hein. On a le petit fouet écorcheur, une unité avec au moins une figurine comportant cette règle peut effectuer une attaque au passage contre une unique unité ennemie non engagée au corps à corps en passant à moins d'1 pouce d'elle. Elle n'a pas besoin de et ne peut pas passer au travers ou au-dessus d'unité, donc c'est pas une attaque au passage comme on peut avoir avec les spectres. Hein. Là, faut juste pas frôler l'unité, ce qui est très dans l'idée des ombres chasseresses. Hein. Cette unité subit une touche de force 4 pénétration d'armure 0 pour chaque figurine avec fouet écorcheur de l'unité. Une unité qui perd au moins un PV à cause d'une ou plusieurs de ses attaques de fouet écorcheur subit une pénalité de -1 en discipline
jusqu'à la fin du prochain tour de joueur de son propriétaire. C'est sympa. Après, on voit que ça coûte 4 points par figurine. Ça coûte un Et peu c'est cher. notre Hein. directeur, hein, donc bon, Parce qu'on va on vraiment va essayer de le passer- garder le plus cheap possible. Hein. À la limite, lui mettre des boucliers pour avoir une 4 plus d'armure. Qui Hein. tank un peu plus, ouais. Mais non, c'est un directeur. Après, le problème, c'est qu'on en voit beaucoup moins qu'avant. Hein. Il a des très bonnes règles. Hein. Le 10-20, c'est très C'est fort. surtout qu'il va vite. Ouais. On a repli tactique, troupe légère qui est super cool. Et Avant-garde, regarde, même si c'est que 6 pouces. c'est très bien. Bah, Mais avec le vent de en mouvement, fait, ça il fait souffre 26, quand même beaucoup de la comparaison avec les chiens, quoi. Par exemple, Oui. avec les chiens. Qui gambade très coûte fort, rien même du sans tout, avant-garde, en fait. Ouais. Qui coûte rien du tout en comparaison. Et là, oui, tout de suite, 155 points, ouais. Oui, tout de suite, 155 points, ouais. Ensuite, on va retrouver la gueule démoniaque. Donc, c'est un assemblage gigantesque. Oui. Qui va avoir, donc, pour 300 points, un mouvement de 6-12, c'est du classique. Une discipline de 5. Mais bon, vu qu'il est surnaturel, il y a vraiment que dans les corps à corps que ça va être problématique. Ouais, mais ça fait chier pour les marches forcées. Ça fait un peu chier pour les marches forcées. Sans peur, la règle portail qu'on verra après. 6 PV, résistance Lui, il a 6. pas de relance, hein. Non, Sur il les peut- tests de il marche peut pas forcée, avoir de rien du relance, tout, ouais. hein. 6 PV à résistance 6 avec une 5+, 5+ agile. Ouais. En offensive, 5 attaques, force 5, pénétration d'armure 2, agi 1. Bon, c'est pas non plus... 3, c'est pas incroyable. on C'est sent pas, que son... c'est pas... c'est pas son potentiel offensif C'est qui pas fait ça qui rêver, nous hein. intéresse, quoi. Je vais te laisser aller sur la règle portail parce qu'elle est un peu complexe et en plus je la maîtrise pas du tout. Donc je te laisse y aller. Bon, du coup, sa règle spéciale du portail, qui est très sympa. Au début de la partie, on pose un point sur le champ de bataille, qui sera notre premier portail. Il faut que ce soit en dehors de la zone de déploiement de l'adversaire, quand même, c'est la seule restriction, mais sinon il n'y a pas d'autre restriction que ça. Et ensuite, au début de chaque phase de mouvement allié, on pourra choisir un des deux effets. Soit on mettra un nouveau marqueur à 24 pas ou moins de notre figurine, donc de la gueule démoniaque, et on peut pas en avoir plus de 4 en même temps. Enfin, on peut pas en avoir 4 ou plus en même temps. Ça fait 3 Voilà. portails, c'est déjà pas mal. Tout à fait. Soit le deuxième effet, ben, on met pas de nouveau portail. Par contre, on désigne une unité à 6 pas de nous, qui est téléportée et à son centre. Alors, elle rentre comme une nouvelle embuscade, avec les règles spéciales. Donc ça, il faut que vous référez au livre de règles. Mais en gros, on va mettre son centre sur le portail. On l'oriente un peu comme on veut. Et voilà, et du coup c'est super fort. Bon, il y a quand même la restriction que on peut pas faire passer les figurines gigantiques, Oui. voilà, et on peut pas faire passer les figurines qui sont shaken, donc en fuite ou qui viennent de se rallier, etc. Parce que ça limite quand même pas mal de choses. Il y a aussi un deuxième garde-fou, c'est qu'on ne peut pas faire aucun de ces deux effets si notre gueule démoniaque elle est engagée au corps à corps. Donc ça c'est un trick qui est intéressant pour les armées, et pour les joueurs qui affrontent cette armée-là, c'est que vous avez un moyen de vous en prémunir en allant loquer la gueule démoniaque. C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, mais c'est quand même un moyen de s'en prémunir. Avec un petit speedy, avec une bonne sauvegarde d'armure, on voit qu'il n'y a que AP2. Si possible volant. Si possible volant, il y a moyen de venir le loquer. Oui, évidemment. Après, elle a pris... La modification de la règle est quand même intéressante. Oui, non, mais ça rend l'armée vachement intéressante à jouer et aussi à affronter. C'est dur à affronter, hein, parce que ça donne quand même des possibilités tactiques à votre adversaire qui sont assez incroyables, mais ça rend quand même les parties vachement dynamiques. Ça fait une vraie Stargate. On se croirait un peu... Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ensuite, on va trouver l'intouchable. C'est donc une figurine unique, c'est un espèce de gros, ce qu'on appelait avant les enfants des équipes du chaos. Ouais, c'est ça. Donc avec un mouvement aléatoire qui fait plein d'attaques. À savoir quand même que ça a 6 PV résistance 6 avec une régène à 5, une fortitude à 5. Bon, ça a toujours défensif 2. Hein. Contre le tir, ça tank quand même pas mal. Et le problème, c'est qu'une fois corps à corps, ça fait malgré tout mal. C'est pas facile à gérer en fait. Hein. Ouais, après, faut pas oublier qu'il perd son piétinement. Donc au final, il a pas d'attaque, il a pas de piétinement, il a juste dépendant des 3d6 plus 3. Ouais. Pas 3d6, hein, c'est D6 c'est plus D6 3. plus 3, oui, pardon, c'est le mouvement aléatoire 3d6. Ouais, il a juste D6 plus 3, donc en fait, il a a une attaque de piétage plus 3 attaques. C'est ça, il a force 6, mais que AP2. Ouais, c'est pas plus 3 d'attaque, ouais, plus 3 touches. Mais, bon. Mais il a que... Et puis il peut le faire contre un monstre de piétinement, il ne le fait pas contre un monstre. Non, mais il a que AP2 par contre, c'est un peu limitant, et surtout il a que défensif 2. Il prend quand même des tartines au corps à corps, quoi. Après, ça reste une figure intéressante, mais pour 190 points, c'est pas si donné que ça. Ouais, c'est pas si donné. Ensuite, on retrouve le géant maraudeur. Donc là, c'est... un géant. Est-ce qu'il a... S'il a le familier monstrueux, qui lui permet donc d'être un apprenti magicien,
À la place de la procédure habituelle de sélection de sorts, il doit choisir ses sorts entre gloire de l'or, de l'alchimie, le souffle de corruption et le feu démoniaque, qui est encore une fois le sort héréditaire. Ouais, mais comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'hôtel, ce qui est vraiment intéressant sur cette figurine, c'est son sort de boost au corps à De corps. l'alchimie. C'est incroyable. Puis en plus de ça, ça permet d'avoir un attribut de l'alchimie qui marche bien avec nos figurines qui ont des attaques enflammées. Donc c'est super intéressant. Après, la lance de guerre tribale, on l'a vu quelques fois, à une époque, pour entrer dans les maraudeurs, leur donner un peu de punch. Pourquoi pas, mais bon, ça reste une figurine qu'on verra rarement, et si on la voit, c'est Plus souvent en modèle très unique. souvent en familier monstrueux, quoi. Ensuite, le Feldrak ancien, qui est donc comme le Feldrak ancestral. C'est juste que ce n'est pas un personnage qui a un petit peu moins de points de vie, mais qui reste un dragon, finalement. Ouais. Un dragon qui vole pas, mais qui a la ligne des volants, et qui a accès donc à la paire d'armes, à l'arme lourde et à la hallebarde. Ça tape quand même. Ouais, mais ça coûte super Oui, ça cher. coûte Quand très, on très voit cher. le prix des armes, 65 points, 45 points, même l'arme lourde à 25 points. Surtout que l'arme lourde, elle vous fait perdre quand même votre agilité 3, Qui est qui est si quand mal, même pour un monstre. pas trop mal dans un duel de monstres. La paire d'armes est incroyable, mais elle coûte 65 points, quoi, parce que ça fait passer des paliers de fou. Les 6 attaques, c'est Ouais, super fort. offensif 6. Offensif 6 avec force 6, AP 3, agilité 3. C'est bien. En défensif, on tank quand même vachement bien. On a 6 PV, endu 5, Sauvegarde à 3. endu 6, pardon, défense à 5, 3 plus d'armure. On fait relancer les attaques enflammées contre Ouais. nous. Et vu qu'il y a pas mal d'attaques enflammées en ce moment, On a la marche forcée qui est toujours bloquée, ça c'est toujours un problème. Mais on a quand même discipline 9, 8-16, donc on est vachement rapide. C'est un très bon monstre. C'est juste que on le voyait tout le temps, on en voyait tout le temps 2 sur la table. Du coup, ils lui ont mis un petit coup de batte et ça coûte vraiment cher maintenant. Donc du on coup, on est en un peu voit moins. beaucoup. on a fini pour les unités de l'armée. Maintenant, concrètement, par rapport au style de l'armée, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une armée finalement qui va, malgré tout, assez souvent s'orienter sur un côté scoring pas toujours monté, mais par contre, quand on va chercher des unités qui veulent taper, on se retrouve souvent avec de la cavalerie quand même. Oui, on a vu que dans les unités qui sortent vraiment du lot, là on a vu la gate qui est vraiment intéressante, parce que ça donne Qui va des peut-être changer un peu la possibilités donne. stratégiques. On a vu qu'on a quand même bien envie de jouer des chevaliers élus, quoi. Ils ont un profil qui est super intéressant, ils encaissent. On peut les fiabiliser énormément. Le minimize sur les tests de commandement avec une unité comme ça qui coûte cher. On a plein d'options C'est sur les incroyable. On a envie de jouer le Seigneur du Chaos parce que mine de rien il peut faire plein de choses. On a envie de jouer l'Exalted, il peut faire plein de choses. Ils ont des sorciers super cool. Tous leurs persos sont bien. Ça trixe dans tous les sens. En vrai, ils ont peu d'unités très faibles. Dans les unités très faibles qu'on voit très rarement, au final on va retrouver les chars, des options de monture qu'on voit pas beaucoup, le Behemoth, et les élus à pied qui souffrent un peu de la comparaison des élus montés et les chevaliers problème de vitesse. de la même manière de la comparaison des élus montés. Mais au final, on voit quand même globalement beaucoup de choses. Après, c'est un book où il n'y a pas énormément d'entrées non plus. Du coup, on sent qu'ils ont pris le temps de faire des entrées intéressantes. Et la gate qu'on voyait beaucoup moins, qui ressort là, qui va à mon avis ressortir pas mal. Voilà. Moi, il y a quoi? Il y a 3 entrées qui sont un peu faibles. Le gros enfant du chaos, on le voit plus. Les cavalières légères, on en voit de temps en temps, mais bon. Je veux dire, on a des options vachement plus intéressantes avec les chiens. Et moins cher. Voilà. Et puis, les cavaliers non élus ou les élus à pied, on les voit Sauf de la comparaison. et puis les chars, évidemment. Donc du coup, ça reste quand même une armée d'élite. On n'aura pas grand monde sur la table. Non. Donc attention à ça, chaque ressource est précieuse. Et par contre, ça doit être... Enfin, j'ai jamais joué, mais ça a l'air d'être vraiment plaisant à jouer. On peut faire plein de choses, il y a plein de choses à chercher, à réfléchir, après, même sur la construction de liste. C'est quand même assez stéréotypé, parce que vu qu'on n'a pas de phase de tir, on va forcément essayer d'ouvrir nos games avec la phase de magie, et on va vouloir gagner nos games sur les phases de corps à corps. Donc c'est comme toutes les armées qui veulent gagner leurs games sur les phases de corps à corps. Ça peut bien se passer comme mal se passer, même si on a quand même des bonnes chances que ça se passe bien, parce qu'on a des statistiques qui sont vraiment au-dessus de la moyenne. Moi je ne peux que vous conseiller de mettre la marque qui minimise vos tests. Juste au cas où. Ouais. Donc on en a fini avec les guerriers du chaos, on va maintenant passer à la partie modélisme et voir un peu ce qu'on peut faire avec cette armée. En termes de modélisme, donc maintenant, il faut savoir que le 9e âge, c'est quand même un jeu qui est particulièrement libre.
au niveau de l'accès des figurines, au niveau de ce que vous pouvez en faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous respectez le socle, bah déjà en termes de jeu pur, vous êtes forcément bon. Et si en plus la figurine qui est dessus représente un tout petit peu la description de l'entrée, bah vous êtes forcément WYSIWYG, vous êtes forcément cohérent par rapport au tournoi. C'est-à-dire que c'est sûr que si sur un socle de 100 mm par 150 mm, vous mettez un nain tout petit pour représenter un Behemoth, ouais, c'est pas terrible. Si jamais c'est une figurine de cavalerie et que vous mettez juste un personnage à pied, une fois encore, c'est pas terrible, on peut vous le reprocher. Par contre, vous avez beaucoup de latitude sur quel style vous voulez mettre en place. Et il se trouve qu'en fait, les guerriers des dieux sombres ont cette latitude, je trouve, poussée à l'extrême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pendant longtemps, dans l'imaginaire collectif des anciens joueurs du vieux jeu, enfin de l'ancien jeu Warhammer, hein, finalement, qu'on connaît tous, pour nous, un guerrier du chaos, c'était forcément un humain. Ben là, dans les guerriers des dieux sombres, pas du tout. Vous pouvez très bien avoir un elfe qui a été perverti par un dieu quelconque et qui est devenu un guerrier des dieux sombres. Vous pouvez avoir une armée entière d'elfes guerriers des dieux sombres. Ou des orques. Vous avez envie de faire des orques guerriers des dieux sombres, pardon, mais c'est totalement cohérent en fait. Vous pouvez tout à fait vous le permettre. La seule contrainte que vous avez, c'est que ce soit cohérent. Vous voulez prendre les toutes nouvelles figurines d'AOS et vous en servir d'élus montés, donc de chevaliers élus. En termes de gabarit, c'est totalement cohérent et c'est possible. Donc voilà, vous n'avez pas de limite et c'est ça qui est intéressant. Je vous mets quelques photos pour vous montrer ce qu'on peut faire avec des figurines qui sont en plus des conversions, c'est-à-dire qu'on a pris des belles figurines qu'en plus on a converties, qui ont un niveau de peinture tout à fait correct, j'aime beaucoup. Donc c'est des figurines peintes, si je ne dis pas de bêtises, par cheveux. Donc c'est pour le créditer, hein, mais n'hésitez pas vous pouvez regarder un peu, chercher, je pense que vous pouvez le trouver sur YouTube ou quoi, ou dans différents tournois, il y a pas mal de figurines de lui qui tournent. Donc voilà, en fait je trouve que l'inspiration est très bonne, hein. On voit que c'est des figurines qui viennent de plusieurs armées différentes, mais en même temps il y a une cohérence, et c'est tout à fait crédible, et sur table c'est très joli, et vous avez une vraie armée des dieux sombres, avec une liberté artistique pour le coup, qui est totale. Donc voilà, faut pas hésiter à vous en servir de cette façon, et à vraiment chercher le style qui vous plaît à vous. C'est très facile de rester dans les clous en termes de jeu pur, et en termes de modélisme, vous avez vraiment une grande possibilité, une grande amplitude, une grande palette de choix qui s'offre devant vous, donc faut pas hésiter à pousser votre délire à fond. Et donc pour finir sur la partie modélisme, je vous mets les cartes de visite des deux entreprises d'impression 3D que je vous recommande. Donc vous avez 3D Mini Factory et Fantasy Workshop 3D. Pour moi, les deux vont avoir des qualités d'impression très bonnes, et surtout c'est des excellentes alternatives aux produits Game Workshop que tout le monde connaît. Donc si vous aimez ça, vous pouvez toujours vous en servir, hein. Mais vraiment, si vous cherchez de l'impression 3D, moi je vous oriente vers ces deux boîtes-là, qui sont totalement différentes, mais qui ont chacune leurs spécificités, leurs atouts, et qui sont pour moi vraiment le meilleur de ce que vous trouverez sur le marché en termes d'impression. Donc, on en a fini avec la revue du livre d'armée des guerriers du chaos. On voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est un livre d'armée très intéressant, tant sur la partie fluff, modélisme, que les unités en elles-mêmes pour le jeu. Je te remercie d'être venu. Merci à toi. On se retrouve très vite pour la prochaine. Pas trop vite quand même. Pas trop vite quand même. Et je vous souhaite à tous des bonnes parties et un bon jeu. Bye. Non mais y a pas à dire, hein. Moi je préfère quand même vachement ce livre.